Pas le temps de jouer, épisode 13. Bonjour tout le monde. Alors, Pas le temps de jouer, c'est le podcast du backlog Steam et des autres stores en ligne, des jeux sous blister pour les consoles. On revient sous ces jeux-là qui traînent dans un coin, qui prennent la poussière, et on vous dit en gros, ça vaut le coup de les lancer ou pas. Comme toujours, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien ? Bah écoute, moi toujours quasiment confiné, j'ai le droit de sortir, mais je suis avec les enfants puisque eux n'ont pas tous repris l'école et donc c'est toujours un peu compliqué. Ouais. D'ailleurs, tu les as confinés aujourd'hui pour pas qu'on les entende. Ouais, certains, ouais. On verra si c'est efficace, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas certain. Mais écoute, ce mois-ci, on a un gros programme a priori, on a pas mal de choses avec du lourd, en tout cas. Ouais. Toi, t'as une sorte de menu spécial double combo. Double combo, oui, en fait, c'était pas voulu, c'est juste que j'ai fait deux jeux sans m'en rendre compte, qui sont des jeux indépendants espagnols, qui parlent du même thème. Et plus je jouais au deuxième, en fait, que j'ai fait ensuite, plus je me rendais compte que je pouvais quasiment transposer toutes les critiques que je faisais au premier au deuxième. Donc c'était très étonnant comme approche. Je vais parler de Rime et Gris. Écoute, donc, super, ouais. Bah écoute, tu vas nous parler de ça. Dans mon cas, j'ai fait ce qui est peut-être mon GOTY 2020 avec un jeu de 2019 qui est Control de chez Remedy. Auquel j'ai un peu joué. Tu as un peu joué. Moi, que j'ai fini hier soir, donc c'est pour dire, il était minuit et demi d'ailleurs. Donc c'est encore tout frais, j'en pense beaucoup de bien, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est un très très bon jeu. Et puis après, on aura la rubrique à part ça, où on va revenir sur certains sujets, et puis surtout le Osefomètre, notre nouvelle rubrique à la fin. Et bah écoute, on va s'amuser. Je te propose, c'est parti ? C'est parti. Et Bruno, avant de commencer ta rubrique Rime Gris, le parallèle, t'as un petit erratum à faire. Oui, un petit erratum, parce que quand j'ai parlé d'Okami HD le mois dernier, j'ai dit qu'il était sorti en premier sur Wii et que c'était complètement adapté à la Wii, etc. Et en fait, non, c'est un jeu qui est sorti sur PS2 en premier. Et je l'avais complètement occulté de ma mémoire, parce que, comme je disais, le gameplay semblait tellement taillé pour la Wii. Et vu que je l'avais sur Wii, c'est vrai que j'étais tellement sûr de moi que j'avais même pas vérifié, donc ça m'apprendra. Bah, écoute, voilà, c'est juste ça. On fait des erreurs, on les corrige quand on peut. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas la première qu'on ait fait, hein. On en a fait quelques petites derrière. Oui, personne n'est parfait. Voilà. Donc, voilà. Gris et Rime. Alors, Gris et Rime. Je vais commencer par Rime, et puis parce que il est intéressant pour plein de choses, et c'est celui que j'ai fait en premier. Et puis je ferai des parallèles au fur et à mesure avec Gris, parce que, comme je dis, c'est deux jeux qui ont beaucoup en commun, et c'est très étonnant. Enfin, que j'ai joué aux deux le même mois, c'est vraiment étonnant. Rime, c'est un jeu de Tequila Works, donc c'est un studio espagnol. Alors Tequila Works, c'est un studio qui est assez vieux maintenant, il doit avoir presque un peu plus de 10 ans. Ça peut être mexicain avec un nom pareil. Ils auraient pu être mexicains, mais non, ils sont espagnols. Et ils ont commencé avec un jeu qui était un espèce de... étonnant, tu vois, un jeu à la Alone in the Dark dans un monde de zombies, je sais pas si tu te souviens de ce jeu-là. Le nom du studio me parle, mais j'arrive pas à remettre les noms des jeux qu'ils ont fait. C'était Daylight. Un truc qui était sorti, financé par Microsoft, Xbox Studio en fait, à l'époque. C'était pas vu de côté d'ailleurs ce jeu ? C'était vu de côté, avec une DA assez forte. Ouais. C'était un jeu qui était sympathique, que j'avais fait. Sans être fabuleux, mais qui était sympa. Voilà, ils ont quelques jeux comme ça, alors ils ont des trucs très étonnants, mais ça m'a donné envie d'aller fouiller un peu plus dans l'historique du studio, parce c'est eux qui ont fait Sexy Brutal aussi, un titre qui revient, que je vois passer souvent, et il m'intrigue. Donc je sais que je l'ai dans mon backlog, donc je pense que je le ferai un moment. Mais Rime, quand il avait été annoncé,
Justement, c'était l'époque où je jouais à Daylight, moi, et je m'étais dit... c'est vraiment un jeu qui avait tout pour me plaire, c'est-à-dire c'est un espèce de Zelda-like avec vraiment le côté shader toon. Ouais, je vois très bien. Ouais. Voilà. Ils avaient annoncé que c'était un Zelda sans combat, donc un jeu d'exploration énigme avec un peu de plateforme, ce genre de choses. Donc vraiment ma cam quoi, en vue troisième personne en général. Moi je suis fan de ça. Et puis quand il est sorti en 2016, il s'est fait un peu tailler par la critique. Et donc j'avais retardé mon achat et je l'ai chopé, je sais plus comment, dans un bundle ou en solde comme d'habitude. Et c'est un jeu qui... alors déjà le premier défaut que j'ai eu moi, c'est que sur mon PC il tournait pas. Mais quand je dis tournait pas, c'était... il transformait mon PC en soufflerie et je tournais à 20 images par seconde maximum, ce qui est quand même pas fabuleux. D'ailleurs, très bonne nouvelle, tu as une nouvelle carte graphique. Voilà, j'allais y venir, j'ai changé de carte graphique justement, donc du coup je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de voir. Alors ça reste un problème du jeu, hein, c'est que par rapport à ce qu'il affiche, il est quand même bien gourmand. C'est pas très opti, quoi. C'est pas optimisé, c'est de l'Unreal Engine et on sent qu'ils ont quand même dû galérer avec pour faire les choses plus proprement. Et donc c'est pas très optimisé, ça... Alors là, sur ma machine actuelle, ça tourne correctement, mais voilà, tu sentais quand même qu'il y avait des toutes petites baisses de fluidité par moment qui étaient pas hyper agréables. Surtout par rapport à ce qui est affiché, c'est-à-dire c'est pas un jeu non plus qui est... Non, c'est pas voilà, c'est pas hyper impressionnant, c'est joli, la direction artistique est correcte, on est vraiment face à du AA... dans tout ce qui est animation, etc. Mais c'est pas mal. Et d'un point de vue gameplay, on est sur du, comme je disais, du TPS, plateforme, énigme. Alors, pas de combat. Et c'est le premier truc que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que t'es vraiment sur des énigmes à base de réflexion, en fait. Comment avancer dans le jeu. Et ils ont plein de petites mécaniques. Alors, c'est un coup, tu vas chanter pour activer des interrupteurs, un coup, tu vas utiliser la lumière, un coup, tu vas jouer avec les perspectives. Il y a quand même comme ça plein de petites choses qui sont pas mal, et surtout c'était un projet qui était... Enfin, c'est assez ambitieux parce qu'ils ont décidé de pas avoir de dialogue, du tout. De faire passer toute l'histoire par l'environnement et par des espèces de cinématiques, mais sans aucune phrase. Il n'y aurait pas une petite inspiration ico, alors, là voilà, c'est un peu ça le problème du jeu. C'est que... Parce que là, voilà, moi je donne les points positifs, c'est un jeu qui m'a bien plu, j'ai trouvé lisible, j'ai trouvé bien fait. Alors, je vais pas spoiler, enfin si je vais spoiler, mais il parle, on est là pour ça, le jeu parle du deuil, et c'est très artificiel en fait. Je les pense sincères dans leur démarche, c'est un jeu qui, vraiment on sent que c'était une histoire qu'ils voulaient raconter. Le problème c'est que pour parler du deuil, ils sont passés par, tu sais, l'étude des 5 étapes du deuil. Et donc voilà, ils ont voulu montrer chaque étape dans le jeu, voilà. Et... C'est une bonne idée. Enfin, je sais pas comment dire. C'est une bonne idée, mais c'est très casse-gueule. Voilà, et moi là, comme je dis, j'ai trouvé ça vraiment très artificiel. C'est qu'on a une représentation imagée de quelque chose qui est déjà une théorie en soi, hein, et qui est déjà schématique. Donc, je sais pas, tu fais des métaphores sur quelque chose qui est schématique. Après, je pense que tout le monde, ça parlera pas à tout le monde de la même façon, mais moi en l'occurrence, voilà, ça m'a pas transcendé, et surtout... j'ai pas trouvé que le gameplay venait s'insérer là-dedans. C'est-à-dire, ce qu'on te demande de faire à toi en tant que joueur, c'est vraiment des trucs basiques de Zelda pour ouvrir la voie, quoi. À aucun moment, t'as de fusion entre tes actions et l'histoire. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu pourrais très bien voir le jeu sans, en fait, voir le sujet, le message, en fait. C'est, ouais, complètement. Moi, je l'ai fait, honnêtement, j'ai compris que ça me parlait de ça. Alors ça c'est une autre idée aussi que j'ai pas... Ils ont planqué, alors que c'est assez frontal, hein, comment c'est abordé dans le jeu, surtout à la fin, t'as plus aucune ambiguïté sur le message qu'ils ont voulu donner. Mais par contre, il y a plein d'éléments de l'histoire qui sont racontés à travers des bonus que tu dois choper en explorant le monde. Mais c'est pas un jeu qui encourage l'exploration. C'est-à-dire que ton chemin est très tracé, et c'était dans des zones relativement petites. Donc j'ai pas bien compris pourquoi planquer des éléments clés comme ça de l'intrigue, de ce qu'ils ont voulu parler, dans des bonus. En fait, ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà, donc c'est un jeu qui a un peu le cul entre deux chaises, comme ça, qui a un gameplay qui est solide, qui a des bonnes énigmes, je maintiens, et surtout, il est hyper fluide. Ils ont vraiment maîtrisé leur rythme, et ça, c'est quand même pas donné à tous les studios sur ce genre de jeu.
il se fait vraiment de façon très naturelle, t'es jamais bloqué, tout est hyper limpide et les mécaniques s'imbriquent bien. Donc ça, c'est vraiment agréable. Il est court, hein. Je l'ai fait en une après-midi. Voilà, Ah oui, donc c'est 5-6 heures de jeu maximum. Bon, en général, les jeux comme ça, des thèmes un peu, je dirais, profonds, en général, c'est des expériences vidéoludiques de mais je suis d'accord, mais le problème, c'est que, comme je te dis, j'ai pas trouvé... Tu le compares par rapport à des jeux comme... on en revient toujours au même, hein, on en revient toujours à comparaison de bien sûr. C'est beaucoup moins bien en termes de narration, et ça pompe d'ailleurs beaucoup sur The Journey, en termes de mise en scène, de musique. je sais, j'ai pas le nom du compositeur en tête là, mais ouais, là il y a des moments où l'inspiration, elle se fait quand même presque plagiat, quoi. C'est un peu dommage. Alors, ça serait intéressant de savoir un peu comment ils ont développé le jeu, parce que d'ailleurs pour ceux qui, on l'a peut-être déjà dit dans le passé, il y a eu un très bon épisode avec une interview de ZQSD sur Genova Chen, le créateur de Journée. Enfin, il explique le nombre de rollbacks qu'ils ont fait. C'est un travail, c'est un jeu qui se fait en 2 heures, mais qu'ils ont développé en plusieurs années. Oui, non, mais c'est ça, évidemment. Il y a une épure dans The Journée qui a été atteinte justement par un souci incroyable. Et là, clairement, ils ont pas eu... tu sens que c'est un petit studio, ils sont pas... C'était pas leur deuxième jeu, mais enfin, c'est pas loin, tu vois. Et c'était un truc très ambitieux, hein, parce que, encore une fois, graphiquement, il tient vraiment la route. Alors, surtout sur la fin, j'ai trouvé plus inspiré sur la fin qu'au début. Au début, c'est mignon, mais c'est pas non plus, tu vois, il y a quelques idées, mais tu chopes les références assez vite, quoi. Tu trouves du Miyazaki, tu trouves du The Journey, justement, tu trouves du Zelda, comme ça, et il arrive un peu à construire une esthétique sur la fin avec des trucs plus sympas. Mais voilà, c'est un jeu qui est sympa, vraiment. Mais tu passes à côté de l'expérience. Mais voilà, je suis sorti de là, j'ai pas eu l'impression d'avoir ressenti grand chose. Alors bon, c'est peut-être moi, hein, il y a peut-être des gens que ça va toucher. D'après ce que je lis sur Twitter, parce que je suis le studio, en fait, dès qu'on dit du bien du jeu sur Twitter, ils retweetent, donc ça c'est rigolo, je les suis. C'est fou, ça, les studios qui font ça. Et je suis assez... Ils retweetent tous les trucs qui les intéressent. Mais, tu vois, non, cool, mais ça me fait rire, quoi. Et surtout sur un jeu qui est vieux au final. Et voilà, donc il y a bien des gens que ça a touché, tant mieux, tu vois. Moi je suis passé un peu à côté. Voilà, j'ai trouvé ça un peu artificiel et un peu maladroit, un peu lourdingue. Il y a des trucs, il y a des ficelles qui sont un peu grosses, quoi. Voilà, et maintenant je vais faire un exercice de style. Je vais prendre tout ce que j'ai dit sur Rim et je vais t'expliquer comment Gris c'est pareil. Ah ouais. Alors Gris, c'est un studio espagnol. Alors là, c'est leur premier jeu. Ouais, ils sont à Barcelone. Voilà, c'est un studio Barcelone, alors que Tequila Works, ils sont de Madrid. Et Gris, c'est un jeu qui va parler du deuil de façon métaphorique, en te faisant passer les 5 étapes du deuil, avec une... qu'on ne va pas citer parce qu'on ne se rappelle pas. Exactement, que c'est pas très important au final. Oui, il y a la colère, l'acceptation, la négociation. Enfin, l'acceptation, c'est la dernière étape. Voilà, un truc sur la résilience. Alors là, t'es pas dans un jeu de 3D, t'es dans un jeu de 2D, de plateforme. Par contre, voilà. Alors ça, il n'y a pas photo, c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué de ma vie. Vraiment. Il est magnifique, mais de bout en bout. Ça, c'est... Là, il n'y a pas photo. C'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vu. Il est court aussi, hein, parce que lui, je l'ai fini pareil, j'ai dû le finir en 3 heures. Et donc, t'es dans un jeu de plateforme sans combat, avec des petites énigmes, et tu débloques des capacités au fur et à mesure, en fonction des niveaux. En gros, il y a une capacité par stade, justement, et tu vas avoir des énigmes de plus en plus poussées avec ça, et de l'exploration un petit peu. C'est un jeu qui est très bien fait, qui est très fluide, tu bloques jamais, c'est toujours très compréhensible, et à la fois, ça te prend pas pour un demeuré, tu vois, c'est des trucs qui sont... À la limite, tu te dis, mais quand même, il faut un petit niveau, pour faire certains des trucs qu'ils me demandent, où il faut un peu réfléchir quelques secondes avant de trouver, tu vois, c'est jamais complètement évident, donc c'est vachement bien maîtrisé à ce niveau-là. C'est des anciens d'Ubisoft aussi, ça doit jouer un peu. Enfin, entre autres, certaines personnes du studio sont des anciens. Oui, ça dépend de chez qui il est. Bien sûr. Chez Ubisoft. Oui. Mais bon, ça donne... Ils étaient sur les lapins crétins. Non, mais les lapins crétins, c'est très bien. Oui, non, mais on n'est pas le public, mais c'est très bien. Et voilà. Et il a les mêmes défauts que Rim, par contre, c'est que j'ai trouvé ça très artificiel, en fait.
Alors, j'ai appris depuis, parce que comme à chaque fois qu'on veut faire un truc, en général, dans les enfin dans les semaines qui précèdent, on a l'excellent podcast Fin du Game qui traite de la même chose que ce qu'on voulait faire. Mais ça fait pas plusieurs fois qu'ils nous font le coup. Et on s'est pas consulté, et moi j'ai fait le jeu, j'avais fini le jeu 3 jours avant, et je vois qu'ils font le podcast dessus, bah, j'étais très content. Ah oui, mais très bon podcast. Et c'est ce qui. Et alors moi j'ai appris en les écoutant que le studio a décidé du thème du jeu après coup. Ah, c'était bancal comme position, ça. Tu vois, c'est qu'ils avaient les tableaux. En fait, ils voulaient faire un jeu sur des couleurs. Le gris, le bleu, enfin tu développes. Et en fait, ils ont greffé, ils se sont dit que ça collait avec le thème et ils ont collé la thématique dessus. Alors. Encore, là, pour le coup, ouais, comme Rime, je trouve ça souvent très artificiel, puisqu'encore une fois, on transpose une vision artistique déjà sur un truc qui est schématique, et qui est déjà simplifié par rapport à ce qu'on pourrait ressentir comme émotion. Je trouve ça vraiment... Ouais, la métaphore prend pas. C'est un très bon jeu, moi je le conseille. C'est un jeu doux, tu vois, c'est le genre de jeu, tu te poses dessus, et puis tu commences à jouer, et ben en fait, t'avances. C'est jamais dur, mais ça te prend pas pour un con non plus. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a aussi un article qui est sorti dans Le Monde récemment, justement sur le succès des jeux où on ne tue pas. Des jeux bienveillants. Tu vois, et ça fait plaisir de voir des jeux un peu comme ça. C'est ça, c'est ce que je te dis. Et moi j'ai été étonné parce qu'encore une fois, j'ai pas voulu faire spécialement de thématique sur l'épisode. Hein. C'est juste que j'ai joué à ces deux jeux-là l'un après l'autre, sans même y réfléchir et quoi que ce soit. Je les ai lancés vraiment comme ça. Et puis plus je jouais à Gris, plus je me disais, mais attends, merde, c'est un jeu indé espagnol qui parle du deuil et sans combat, quoi. Bon, bah ok. En même temps, vu l'ambiance en ce moment générale dans le monde, t'avais le choix entre jouer à Doom Eternal ou ouais, j'ai entrecoupé de parties de Doom quand même. Pas d'Eternal, mais le 2016, parce que je peux enfin y jouer correctement avec ma carte graphique, donc j'en ai profité. Mais c'est... Ouais, voilà, c'est des jeux qui sont plaisants, qui sont... Alors, pour le coup, Gris, artistiquement, Gris est quand même au-dessus. Entre la musique... Oui, la musique de Berliniste est voilà, entre la musique, le graphisme, les animations sont incroyables. Il y a des trucs... Regarde, alors, juste un truc pour nos auditeurs, allez juste voir sur YouTube la vidéo d'introduction du jeu. C'est incroyable, c'est un dessin animé. Vous voyez ça, franchement, si vous l'achetez pas derrière, surtout qu'en plus il est pas très cher. Non, c'est un jeu à 10-15 euros. Voilà, c'est ça. Et souvent il est en promo. La cinématique du début, ça te donne une claque. Vraiment. Et comme je dis, c'est-à-dire que c'est un jeu sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, mais bon, la thématique, je la trouve... elle y serait pas, ça m'aurait pas dérangé, quoi. Ouais, c'est un peu la technique, c'est du réalisateur un peu feignant. Il dit, on rajouterait un dialogue après avoir filmé. Non, mais c'est ça. Mais c'est là où je... Alors, c'est la seule chose que je voulais dire, c'est que ces deux jeux-là m'interrogent quand même là-dessus, c'est comment traiter le deuil dans le jeu vidéo, je trouve que c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est un thème qui est vachement casse-gueule, et je pense pas qu'ils aient pris la bonne approche, c'est ça que je veux dire. Je préfère des trucs, je veux dire une énormité, hein, mais un jeu comme, justement, The Last of Us traite vachement mieux le sujet, alors que c'est pas le thème principal du jeu, mais bon... encore que si, tu peux le voir comme le thème principal du jeu, c'est un peu, je dirais que Last of Us, c'est un peu comme Walking Dead dans ses débuts. C'est les histoires de personnages dans un monde de zombies. C'est un peu la même chose. C'est l'histoire d'un père qui a perdu sa fille dans un monde avec des infectés. Voilà, c'est ça. Mais ça dépend de ton point de vue. Où tu peux très bien te dire, c'est un jeu d'infectés, de zombies, etc. avec une histoire avec un père qui a perdu sa fille. Tout à fait. Et comme je disais, autant The Journey, je trouve ça incroyable d'un point de vue de ce qu'il véhicule comme message et comme sentiment, sans rien dire et sans rien expliquer en fait. The Journée, il a pas besoin. Et là, ils sont un peu frontaux. Hein. Les deux jeux, ils te font bien comprendre qu'on parle du deuil. Alors, ils vont pas essayer de te tirer l'alarme, mais presque. Et du coup, voilà, c'est à la fois trop artificiel et trop frontal. C'est très étonnant comme truc. Ils auraient gagné à être plus cryptiques et avoir plus d'interprétations possibles. Parce que et moins artificiel. Encore une fois, j'en reviens toujours à ce terme-là parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est des jeux qui sont vraiment sympas à jouer, qui sont, comme je dis, voilà. C'est des bons jeux pour passer une après-midi ou deux, en l'occurrence deux, parce que chacun fait une après-midi. Tu vas pas passer un mauvais moment, tu vas sortir de là avec des images sympas, vraiment plein la tête, parce qu'ils ont tous les deux des panoramas, des trucs chouettes.
mais avec ce petit regret d'être passé un peu à côté du message. Et dans le cas de Rim, un petit côté, on a piqué plein d'idées à droite à gauche, et puis on en fait un jeu à nous, voilà, que t'as pas dans Gris. Gris, c'est de la plateforme, c'est des trucs que t'as déjà vu 500 fois, mais c'est bien fait. Et les deux sont très bien faits. C'est quand même quelque chose qu'on peut vraiment leur reconnaître, et que je trouve intéressant sur des petits studios indépendants, c'est qu'il y a vraiment une maîtrise maintenant, chez certains studios, du rythme et de la façon dont ils posent les énigmes et dont ils font évoluer leur gameplay au fur et à mesure du jeu, que je trouve vachement intéressante, parce que on n'est plus du tout dans des produits imparfaits, on est vraiment dans des produits super lissés, avec une expérience vraiment très agréable, sans aucune aspérité, etc., qui te fait vraiment rentrer dedans, et tu sens qu'il y a un côté polish qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, où... Je pense que les outils maintenant qu'on a, Unity, Unreal Engine, etc., permettent justement aux développeurs de gagner du temps sur tout ce travail-là, et justement de pouvoir finoler un peu plus. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un transfert de connaissances qui se fait beaucoup sur la scène indé, qui a grossi, et qui du coup a des conférences, a des échanges entre les gens, et des réflexions très intéressantes sur le game design. Qu'est-ce que c'est que le game design, comment l'apporter, comment le faire évoluer, et tant mieux. On est moins sur des trucs bruts de décoffrage, et c'est vachement bien, quoi. C'est vraiment des jeux, je dis, le rythme, ça me rappelle un peu Plague Tale, tu vois. Ce que je disais, c'est vraiment des jeux qui tutoient en termes de qualité de game design, vraiment des jeux majeurs, des AAA. Alors, il n'y a pas forcément la technique toujours, mais c'est vraiment des produits super bien faits, quoi. Et non, ouais. Je sais pas quoi. Ouais, jouez-y. Faites-vous une idée, parce que moi je suis un peu décontenancé par ces jeux-là. J'arrive pas à savoir si. Comme je dis, c'est pas des mauvais jeux. Est-ce que c'est essentiel ? Non, c'est pas essentiel. On peut passer à côté, mais Gris, il vaut le coup rien que vraiment graphiquement, quoi. Oui, rien que pour la DA, je pense que ça peut être une bonne expérience. Hein. C'est surtout vu le prix, quoi. Faut pas se priver de ce genre de trucs. Oui. Alors Rim, c'est pareil, hein, vu que c'est un jeu qui a maintenant quelques années, il est en promo tout le temps. Il est dispo sur plein de trucs. Alors, le prenez pas sur Switch, par contre. Parce que Rim, déjà que sur PC il rame, j'ai lu que sur PS4, etc., il était pas hyper fluide. J'ai très très peur du portage Switch. Voilà. Mais par contre, Gris est dispo sur Switch et il marche bien. Ok, bah écoute, merci Bruno pour ces petits commentaires sur les jeux. Ouais, bah ouais, c'est de cette saison, quoi. Enfin, voilà. Écoute, on va changer. Oui, cette saison. Sur cette très mauvaise blague, écoute, on va passer à la suite avec Control. Et je pense qu'il faut que tu ailles reconfiner tes enfants parce qu'ils vont encore me donner du boulot pour le montage. Ouais, ils sont confinés dehors en fait. Ah. Ok, bah écoute, à la suite, c'est parti avec Control. Et en fait, je me demande si la thématique de l'épisode, c'est pas les directions artistiques toutes plus impressionnantes les unes que les autres, parce que Thomas, ton jeu, il est quand même connu pour ça. Ouais. C'est Control. Control de chez Remedy. On va faire un espèce de grand écart en Europe, puisqu'on part de l'Espagne, on va direct en Finlande. Ouais. Chez Remedy. C'est pas loin au final. Ouais. Techniquement, du point de vue d'Européen, c'est pas loin. Alors, Remedy, pour ceux qui ne savent pas, c'est un studio qui est aujourd'hui indépendant. Oui. Quand même. C'est un gros studio. Qui est redevenu indépendant. Redevenu indépendant, puisqu'ils ont plus de contrat avec Microsoft. Ils sont en contrat d'édition avec 505. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Remedy, c'est quand même les mecs qui ont fait les Max Payne, Alan Wake et Quantum Break. Mais les Max Payne, qui est juste parmi les jeux les plus importants de sa génération. Voilà, c'est les mecs, ils aiment bien le cinéma, donc ils se sont dit on va faire un petit jeu comme ça, policier un peu hard, donc Max Payne. C'est du hard boil. Ouais, voilà, c'est ça. Donc si vous avez joué à Max Payne, allez y jouer, peut-être que ça reste jouable encore aujourd'hui quand même. Donc, premier, il pique un peu. Ouais, visuellement ça pique un peu, hein, franchement. Mais c'est quand même des jeux qui ont quand même posé, Alan Wake aussi. Avec un jeu un peu style, avec une histoire un peu à la Stephen King, etc. Et d'ailleurs, il y a un lien avec Control, je vais revenir. Et donc, du coup, Control, c'est leur premier jeu avec 505 qui est sorti donc en août l'année dernière, en 2019, qui est, comme tu l'as dit, surtout connu pour sa direction artistique. Je vais revenir derrière, mais complètement folle. C'est un jeu qui est sorti sur PS4, Xbox, PC. Pour l'instant, sur PC, c'est une exclusivité pour l'instant sur l'Epic Game Store jusqu'au mois d'août où il sortira sur Steam.
Vous pouvez d'ailleurs l'acheter en ce moment sur Steam, il est en solde. Steam. Sur l'Epic Games Store, voilà, les habitudes. Donc, Control, qu'est-ce que c'est? Alors, Control, c'est alors, donc, le nouveau jeu de Chez Remedy. C'est un jeu d'action-aventure TPS, vue troisième personne, qui raconte en gros l'histoire de Jesse Faden, qui recherche son frère qui a disparu suite à des événements un peu fantastiques qui sont produits dans leur enfance. Où en gros, une agence qui s'appelle le Bureau Fédéral de Contrôle, le FBC, qui a essayé de les enlever suite à des événements justement dans leur enfance. Et donc Jesse essaie de retrouver Dylan, son frère, qui a été pris donc par le FBC. Et elle arrive dans un bâtiment qui s'appelle le Oldest House. Donc je sais pas comment ils ont traduit en français, peut-être la plus vieille des maisons, j'en sais rien. La vieille maison, ouais. Voilà, j'ai pas joué, j'ai joué en VO pour préciser. Et donc elle arrive dans ce bâtiment, donc qui est en fait le siège du bureau du contrôle. Et ben c'est un peu le bordel en fait. C'est le gros bordel. Le bâtiment est en lockdown, enfin en confinement. C'est encore un sujet à thème. Ouais, c'est ça. Voilà, et elle va rencontrer des personnages, etc. Et elle se retrouve en fait à prendre la place du directeur du FBC, puisque celui-ci s'est suicidé et on récupère son arme que seul le directeur du FBC est capable de porter, d'utiliser. Oui, c'est l'arme qui fait de toi le directeur ou vice versa. Voilà, c'est-à-dire que si tu arrives à manipuler l'arme, ça fait de toi le directeur. Si tu essayes de manipuler l'arme, si tu n'es pas capable d'être le directeur, tu meurs. Ah, c'est sympa comme système. Ça, c'est un système de recrutement qui est plutôt efficace. Tu m'étonnes. Voilà. Il y a certains DRH qui seront là, genre, mais c'est vachement bien ça. Du coup, tu te retrouves en fait en tant que directeur du FBC et tous les personnages te disent, bah, t'es le nouveau directeur, c'est à toi de régler le bordel qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que tu as en fait un sorte de virus qui est en train de se propager, mais pas vraiment un virus, mais plutôt une sorte d'entité qui prend le contrôle en fait de tous les agents du FBC dans le bâtiment. Et l'objectif que tu as, toi en tant que directeur, ben, simplement c'est mettre fin à cette invasion de cette entité en récupérant plus ou moins des zones, etc. Sachant que toi, ton objectif, c'est de retrouver ton frère qui a été capturé par le FBC. Alors, ouais, donc c'est un jeu à double objectif. Voilà, je ne vais pas trop divulgacher dans l'histoire, etc. C'est très complexe, l'histoire. C'est très David Lynchien, je dirais. C'est vraiment pour ceux qui connaissent David Lynch. Il y a un peu de fantastique, un peu à la Twin Peaks, on pourrait se dire, voilà... c'est cryptique. Ouais, c'est très cryptique. C'est qu'en fait, on peut faire un peu son idée sur l'univers. Et en fait, le FBC, leur objectif en tant qu'agence gouvernementale, c'est de retrouver tous les objets, en fait, des objets du quotidien, qui en fait sont altérés en fait par d'autres dimensions ou par des entités paranormales, et de les conserver pour éviter que ça joue sur le monde au quotidien. Donc, en gros, il s'est classé par deux types d'objets, les objets qui s'appellent altérés. Donc ces objets qui peuvent produire différents effets sur la population, etc. Par exemple, un objet qui va modifier la gravité, ce genre de choses. Il y en a certains qui vont se déplacer très vite comme ça d'un endroit à un autre. Donc je pense bien que si un canard en plastique se met à se déplacer extrêmement vite et passe à travers les murs en défonçant tout, ça pose des problèmes. Ça peut poser des problèmes. Et ensuite il y a les objets de pouvoir, Object of Power, qui en gros, en fait c'est une petite ficelle de gameplay, puisque ces objets-là, ton but à toi, c'est de les récupérer et de entre guillemets, les purger pour acquérir leur pouvoir. Donc en fait, c'est une petite technique de gameplay en disant, tu vas essayer de retrouver ces objets, de les purger pour ensuite acquérir leur pouvoir, comme par exemple pouvoir utiliser la télékinésie pour envoyer des objets sur les ennemis, pour pouvoir voler, pouvoir faire des rushs, comme ça, déplacer très vite, etc. Donc je parlais du canard, etc. juste avant. Donc en fait, c'est une petite ficelle comme ça. Et ensuite, ces objets, dans le monde, ils créent ce qu'on appelle des Altered World Events, donc des événements d'altération mondiale. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui se produit, le FBC débarque. C'est comme ça que, du coup, l'héroïne que tu joues a failli se faire enlever et son frère a été enlevé. D'accord. Voilà, ça, c'est un petit peu pour le background historique, l'ambiance. Mais il y a quand même beaucoup à dire. Donc déjà, la première chose, c'est le personnage que tu joues, Jessie, tu joues un personnage féminin. Et moi, ça me plaît toujours quand on joue un personnage féminin et qu'on joue pas encore un blanc, etc. Je trouve ça très bien. Et puis surtout quand c'est bien fait, c'est-à-dire que t'es pas dans un stéréotype de... Elle est pas sexualisée, c'est pas... Ouais, c'est pas Lara Croft dans les premiers Tomb Raider, quoi. C'est un personnage normal,
À aucun moment il va y avoir des allusions sexuelles ou quoi que ce soit. Même d'ailleurs, tu peux débloquer des tenues supplémentaires. J'ai pas vu de tenue genre un peu, tu vois, tendancieuse, dégueulasse. Ouais, tant mieux, parce que... Ils sont pas tombés dans ce espèce de truc pervers un peu fan service pour tous les gamers gâteux. Hein. Donc voilà, si votre cam c'est dire moi je préfère les mecs blancs, etc., machin, à la Drake, bah dommage. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc, je crois que vous n'êtes pas sur le bon podcast, désolé. Mais... Et du coup, ouais, le personnage qui est joué d'ailleurs par l'actrice Courtney Hope, franchement, elle fait un super taf, moi je trouve. Puisque souvent, en fait, elle va interagir avec les personnages du jeu, mais en même temps avoir sa propre réflexion intérieure, justement, par rapport à ses propres objectifs. Ouais. Alors moi, comme je disais, j'y ai un peu joué, donc j'ai fait juste le tout début. C'est vrai que j'ai trouvé ça vachement intéressant, ces systèmes, enfin, tous les dialogues d'ailleurs, la mise en scène des dialogues avec la voix intérieure, etc. Par contre, moi, je l'ai fait en VF. Alors ouais, c'est ce que je t'avais parlé, mais on en parlera sur le plan technique. Mais bon, le doublage est pas mauvais. En soi, les voix collent, etc. J'ai pas de soucis là-dessus. Mais vas-y, je te laisse dérouler d'ailleurs, excuse-moi. La VO, en tout cas, moi, tu nous diras pour la VF, mais pour la VO, moi, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Les différents acteurs font vraiment bien le taf. Je trouve que voilà, Courtney Hope fait vraiment le taf. En plus, comme tu dis, il y a cette logique où elle parle, enfin, elle a ses propres réflexions, mais en même temps, elle est habitée par une entité qui l'aide et la protège. Et donc en fait, tu sais jamais trop en fait si elle se parle à elle-même ou si elle parle à l'entité ou l'entité lui parle, tu vois. Ouais. Donc, ou si elle est folle. En fait, moi où j'en suis, je savais pas. Et en fait, tu peux te poser la question en disant est-ce qu'elle est folle, etc. Parce que tout l'univers que j'ai décrit avant, un peu justement fantastique, SF, etc. Tu peux te poser la question en fait si à un moment t'es pas dans un délire en fait de folie. Ouais, c'est ça. Mais complètement, tu peux prendre ça de façon très terre à terre en te disant ok, bah j'ai mon. Elle est dans un délire paranoïaque. Ou alors effectivement, elle a un délire complètement parano ou voilà, c'est l'échelle de Jacob, j'en sais rien, tu vois. Ouais, non, mais c'est encore une fois, et je trouve que dans la mise en scène, c'est appuyé, ça. Il y a un niveau de motion capture du visage, etc., qui est vraiment chouette, et qu'il n'y a pas beaucoup de studios qui arrivent à maîtriser à ce point-là. On n'est pas trop, on n'est pas trop dans la Uncanny Valley au niveau des rendus des personnages. Non, des fois de temps en temps, c'est un peu limite. Tu fais sur certains personnages secondaires. Voilà, il y a le personnage d'Emily, etc. Je trouve parfois sur certaines expressions du visage, tu fais genre ouf, c'est un peu bizarre. Mais quand même. Mais c'est rare. Mais tu vois quand même qu'ils ont fait un boulot quand même de malade. Ils ont vraiment bien travaillé. Jessie est vraiment super bien animée. L'animation est folle. Oui, et puis ils ont bien casté les tronches des gens, je trouve. Ouais. C'est les acteurs et les personnages qu'ils ont fait que franchement, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Ils ont fait un super taf. Ensuite, on va parler du gros, hein, le gameplay du jeu, et on parlera de la DA après, je le garde pour la fin. Le gameplay, donc comme je disais, c'est un TPS action, mais c'est un TPS dans le sens où tu n'as pas de logique de cover ou tout comme ça classique, pas du tout. Bah c'est Iron, cette espèce de cycle qui avait commencé il y a 15 ans avec Gear of War, quoi. Ça, pas du tout. Alors, si tu prends le jeu comme ça en te disant je vais m'accroupir, etc., pas du tout. Et le jeu t'incite d'ailleurs dans les temps de chargement, tu disais soyez dynamique, il faut être en mouvement, etc. Et tu le comprends très vite. Hein. Si tu fais pas ça, tu crèves, mais tu crèves. Je suis mort en boucle sur le premier boss. Alors, c'est pas parce que je bougeais, hein, enfin, je bougeais, j'avais bien compris qu'il fallait pas se mettre à couvert. Mais oui, ça marche pas. Essayer de... Oui. Et puis même les exploits d'habitude de ce genre de jeu, à essayer de jouer, à trouver un angle improbable où tu peux tirer sur le boss et lui il peut pas. Non. Ça arrive, mais c'est assez rare. Non, ça n'arrive pas. Il te contourne. Oui, alors... Au bout de 15 secondes, il est sur ta tronche. Ça arrive dans certains cas, parce que moi j'ai fait tout le jeu, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et l'IA est plutôt bien réussie, parce qu'effectivement, elle va essayer de te contourner en permanence. C'est rare. J'ai jamais vu de ce phénomène classique de l'IA qui va courir vers toi bêtement. Ça peut arriver, parce que des fois, elle peut perdre un peu les pédales. Ils te voient, ils te chopent direct, ils vont essayer de te contourner, ils te balancent des grenades, ils s'adaptent à ce que tu fais. Oui, et puis en plus, il y a une mécanique de gameplay très, très simple, c'est que les ennemis apparaissent au fur et à mesure du combat. Oui, tout à fait. Et du coup, ils spawnent derrière toi ou sur les côtés, et donc forcément, ils t'obligent à te déplacer. Oui. Et ça, c'est vachement bien, ça rend les combats très dynamiques. Et les pouvoirs... Parce que c'est bien fait et que c'est lisible. Et les pouvoirs sont incroyables. Les pouvoirs qui sont incroyables et qui, justement, t'incite à te déplacer. Tu peux penser même que certains pouvoirs au début ne sont pas utiles. Tu peux dire ouais, je joue qu'avec celui-là et celui-là, et en fait tu découvres que en fait ils ont tous leur intérêt dans les combats. Alors la télékinésie, c'est celle qui est le plus représentatif et c'est ce qu'on a plus vu dans les trailers. Parce qu'elle est impressionnante. Parce que c'est vraiment impressionnant, parce que tu chopes un objet
avec ton pouvoir et tu le rebalances sur les ennemis. Et quand tu prends un objet, c'est n'importe quoi. Et même quand il y en a plus, tu chopes des dalles de carrelage aussi. Voilà, exactement. Et en plus, tu ne récupères pas l'objet que juste vers toi, tu peux aussi très bien, à partir du moment où tu l'as attrapé, tu peux directement l'envoyer sur l'ennemi de là où il se trouve. Donc... Bah de toute façon, si tu me permets un parallèle foireux, c'est le meilleur simulateur de Jedi à ce niveau-là que j'ai vu, quoi. Ah mais... On en a parlé un petit peu avant. On en a blagué, mais c'est comme ça qu'aurait dû être n'importe quel jeu avec la force, quoi. Ah oui, non mais tu m'as mec avec une capuche et... C'est incroyable, quoi. Cette fluidité de façon que tu as dans les combats de t'en servir est fabuleuse, quoi. Le truc qui est très, très jouissif, c'est par exemple quand tu as un ennemi et que tu vas aller attraper un objet qui est derrière lui et que ça va lui taper derrière la tête. Ça, c'est très très drôle. Et par exemple, ce pouvoir-là, en plus, tu peux l'améliorer par exemple, pour rattraper les grenades et les balancer sur les ennemis, ou rattraper les ennemis les plus faibles ou ceux que tu as baissés. Et alors à la fin, tu peux carrément attraper des trucs monstrueux parce que franchement, attraper une servante de bricolage qui fait 2 mètres sur 1 mètre ou un groupe de soudure et de le balancer à la figure d'un ennemi, c'est quand même assez jouissif, je veux dire que... Ouais. Tu as le bouclier par exemple aussi qui te permet en fait, de te protéger avec justement des éléments du décor que tu vas prendre et ensuite tu peux les balancer sur l'ennemi, donc ça c'est assez intéressant. Le contrôle mental qui te permet aussi de contrôler tes ennemis une fois que tu les as un peu baissés en vie et du coup qui viennent se battre avec toi, donc ça c'est assez cool. Tu peux faire des rushs, tu peux aussi après faire des attaques au bouclier et foncer avec les ennemis dessus. Et en fait ce qui va se passer, que tu vas vite comprendre dans ce gameplay là, c'est que tu vas tout en fait enchaîner, tu vas créer ta rotation. Ou par exemple, tu vas commencer par exemple à tirer sur ton ennemi avec ton pistolet. Je vais en parler après parce que ton plus ton arme, tu peux débloquer 10 différents types d'armes. Donc tu peux commencer à attaquer avec ton arme. Ensuite, tu vas passer à balancer des objets. Puis tu vas par exemple utiliser le bouclier pour te protéger le temps que ton arme se recharge. Puis retirer ton arme. Puis t'envoler, rebalancer des objets, attendre quand ton arme a changé. Par exemple sur celle qui va faire un peu en type snipe, ce genre de choses. Et en fait, tu vas faire une espèce de rotation en permanence pour essayer de toujours avoir l'avantage sur les ennemis, quoi. Mais d'ailleurs, c'est voulu, puisque c'est moi, ce qui est un truc qui m'a marqué au début, le temps de rechargement de ton arme est super long. Oui. Et en fait, c'est clairement voulu d'un point de vue gameplay, c'est pour t'obliger à faire autre chose, quoi. C'est ça, tu peux pas en fait compter uniquement sur ton arme. Alors, alors sur les armes, tu as donc l'arme de base qui est un pistolet classique. Après, tu vas avoir une espèce de sniper qui en fait te permet de charger en fait ton arme et faire un tir très puissant. Tu vas avoir ensuite un qui permet de balancer des sortes de grenades bombes. T'en as un qui est une sorte de mitraillette. Et en fait, tu peux pour chaque arme rajouter des modes, parce que tu as plein de modes qui va te permettre de réduire la consommation de munitions, qui va permettre d'améliorer le temps de recharge, la précision, etc. Donc tu peux quand même compenser ces défauts que tu peux avoir au début. Mais clairement, tu peux pas jouer que avec l'arme ou que avec les habilités. Parce que clairement, les ennemis vont essayer de te contourner, etc. Donc même ton pouvoir, il a une charge. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de rien faire. Donc tu crées ta rotation, en fait. Tu crées cette espèce de changement de position et d'attaque. Où tu vas faire attaque-défense, déplacement. Et franchement, ça marche super bien. C'est vraiment, tu vois qu'ils ont bossé là-dessus parce que... ça rythme les combats en fait. Mécaniquement, ça les rythme. Et tu peux faire des trucs tellement cool. Il y a des moments, tu fais genre, celui-là, tu vois, tu te dis, là, j'ai bien géré, tu vois. Parce que quand tu vas arriver, prendre le bouclier, te rapprocher des ennemis, sortir ton arme au corps à corps, en contrôler un, ensuite faire un dash pour éviter l'autre, repasser avec attraper, je sais pas, voilà, un bureau et balancer à la tête de l'ennemi, puis tu vas t'envoler et rebalancer des objets à la tête des autres. C'est comme tu dis, c'est hyper... je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est juste... Quand tu chorégraphies, dans tous les jeux d'action, quand tu arrives à chorégraphier quelque chose, que ça se passe bien, que t'es à la fois dans l'impro et dans l'anticipation, parce que c'est ça le truc, c'est que dans un jeu, le moment génial que tu vas avoir, c'est quand ça se passe pas exactement comme tu voulais, mais t'arrives quand même à récupérer la situation. C'est le genre de truc qui arrive à déclencher Hotline Miami, par exemple. Oui, par exemple. Mais ceci dit, Remedy a toujours été fort pour ça, puisque c'est eux qui avaient sorti le Bullet Time dans Max Payne. Mais c'était ce qui était fabuleux dans Max Payne. C'était un jeu qui avait un espèce de gameplay à la fois très simple, mais super bien foutu. Enfin, Max Payne, les gunfights de Max Payne, ils tiennent encore la route plus de 20 ans après. Il n'y a pas beaucoup de jeux avec qui peuvent déjà ne serait-ce que prétendre ça, quoi. Et Remedy sur ce point-là précis d'ailleurs est très fort parce que le rendu en fait de la puissance
L'impact est fou. Est complètement dingue. Enfin, d'ailleurs, le terme contrôle va très très bien, puisque l'objectif c'est de reprendre le contrôle de la Oldest House, etc. Mais c'est aussi avoir, entre guillemets, le contrôle sur tes adversaires, justement, grâce à ses pouvoirs. Ouais. Et le fait que tu joues un personnage féminin qui devient quand même si puissant, etc. Enfin, quand tu balances un groupe de soudure sur un ennemi, il y a un tel impact, une telle violence, en fait, dans le rendu, c'est... Ben, oui, et puis en plus, ils ont eu cet effet-là, l'espèce d'aberration chromatique, d'ailleurs, qui est un effet que j'avais vu dans leur précédent jeu, Quantum Break, qui était un peu le même genre de truc. Il y a quelque chose, quoi. Enfin, on a l'impression que les ennemis s'évaporent dans un espèce de mélange d'aberration. Enfin, c'est très étonnant leur effet. On n'en a pas parlé, mais l'ADA, la direction artistique, en fait, c'était un peu une transition. Très bonne transition, Bruno. Mais la direction artistique de tout le jeu est complètement folle. C'est un des trucs les plus beaux que j'ai vu depuis très longtemps. Oui. Tu as vu la capture d'écran que je t'ai envoyée hier soir. Non, mais oui, mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui me laissent déjà mettre une claque, ne serait-ce que sur un écran de chargement, quoi. Et celui-là l'a fait. Oui, non, mais... Voilà, on en est là. C'est-à-dire que je me suis extasié devant 2 écrans de chargement que j'ai trouvé absolument fabuleux. Et c'est qu'un micro-détail, mais c'était... Voilà, tout est réfléchi. Ils ont fait un boulot, en fait, sur la direction artistique, puisque... Par exemple, sur tout le design du bâtiment, etc., ils ont fait des études sur les différentes architectures possibles qu'ils voulaient prendre, donc ils font quelque chose de très administratif, vraiment le blocos, quoi. Et donc ils sont allés voir ces différents immeubles à droite à gauche pour essayer de représenter ça. C'est du style brutalisme, oui. Ils ont un peu le palais du peuple, tu vois, en Roumanie, quoi. C'est pas forcément... mais c'est un peu ça. Non, mais c'est ça, mais le brutalisme a été utilisé majoritairement dans des grosses administrations. Oui, voilà, et oui. Et en fait, y a toute une logique aussi sur les couleurs aussi, le rouge qui est omniprésent, qui est la couleur de l'ennemi, donc je n'ai pas parlé, qui s'appelle en anglais The Hiss, donc le sifflement, le murmure, en fonction de comment il est traduit en français, mais qui est le rouge, alors, voilà, classique, hein, l'ennemi c'est en le français rouge. Ils l'ont appelé The Hiss. Ah ben, c'est original, quoi. Voilà, non mais c'est un peu naze, parce que du coup tu perds le... Enfin bref. Non mais c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu Jack Burton, Trouble in Little China, et ça devient... Jack Burton, la grève du mandarin, c'est... Pourquoi non mais c'est ça, t'as des trucs, puisque, tu vois, sur la technique, on est un peu là-dessus, même si là on est sur la DA, mais la VF, moi, m'a posé un gros problème d'immersion avec ce que je t'en avais parlé, un décrochage permanent entre de la synchro labiale, en fait. Oui. Et c'est le jeu qui m'a le plus choqué là-dessus, depuis les jeux PS2, en fait. Ouais. Et je blague même pas. Il y a certains trucs, ça m'a sorti immédiatement. Quand les lèvres suivent pas, etc. Là, c'est... Mais quand t'as 2 secondes de décalage, enfin je veux dire, on parle pas d'un micro-décalage, on parle de 2 secondes. J'ai compté, je vois les lèvres bouger, et 2 secondes après la phrase démarre, ou l'inverse. Ça fait très bizarre. Mais bref, ça c'est juste l'aparté. Donc il faut y jouer en VO pour plein de raisons. C'est un jeu qui est très écrit. Sam Lake, qui est l'auteur de Remedy depuis le début, hein, d'ailleurs, depuis Max Payne. C'est le visage de Max Payne. Voilà, c'est le visage de Max Payne, et c'est un mec qui est un grand amateur, c'est un écrivain à la base. Oui. Pas tout à fait, parce qu'il a jamais été écrivain, mais il a fait des études de lettres. Scénariste, en fait. Et c'est très écrit, c'est un jeu qui Alors... les mots ont une importance et c'est choisi. Il vaut mieux y jouer en VO si vous avez la possibilité, quoi. Mais t'es en train de me voler mon commentaire, je vais faire, oui. Mais je suis désolé, je te laisse terminer. Non, mais c'est exactement raison, c'est exactement ça. Le jeu est extrêmement scénarisé. C'est un défaut et c'est un avantage parce que tu as beaucoup de choses à lire dans le jeu. Mais vraiment, tu as beaucoup de choses. Il y a des notes que tu peux ramasser partout. Franchement, c'est pas essentiel à l'histoire du jeu. Vous pouvez très bien faire le jeu sans les lire. Ça vous bloquera pas dans le jeu, etc. Par contre, si vous les lisez, ça rajoute énormément de contexte à l'univers. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant que cet univers est situé dans le même que le jeu précédent, Alan Wake. Et potentiellement, Quantum Break, on ne sait pas trop, mais Alan Wake, c'est sûr et certain, il y a des références directes. Oui, puis en plus, il y a un ton qui est très étonnant dans ces notes. Il y a à la fois un côté où tu sais pas si c'est sérieux, si c'est de la parodie, dans les notes ou les vidéos, tu sais, t'as des vidéos avec des acteurs d'ailleurs. Alors oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des vidéos avec des acteurs live dans un jeu. Et c'est super bien. Et moi, franchement, c'est super bien. Le Dr Darling est génial. Il y a des passages aussi un peu what the fuck. Et j'ai quand même vu un truc que tu n'as probablement pas vu parce que tu n'es pas assez loin. Les Stray Old Kids, qui est une sorte de mini-programme télé pour les enfants parlant du rôle du FBC. Mon Dieu. Comment dire ? Alors, allez sur YouTube si vous êtes courageux, mais c'est un truc, si tu montres ça à des enfants, ils vont faire des cauchemars. Parce que déjà, les marionnettes sont flippantes.
Et alors, Ouais. il faut savoir un truc que dans dans la Oldest House, c'est que c'est une maison qui se reforme, qui se restructure en fonction de ses envies. Donc, dans les notes, à un moment, on voit, ils expliquent que en tant qu'agent, tu dois faire attention parce que tu travailles dans des bureaux, dans un immeuble qui peut se changer à tout moment. Donc, tu peux très bien te retrouver bloqué dans les murs. Oui. Ce qui est quand même une sorte de chose qui te ferait moins un peu peur au quotidien en me disant de vivre dans un endroit comme ça. Mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'il y a un côté, dans les notes, il y a un côté très sérieux, très premier degré, où il t'explique comment ça fonctionne, mais qui déclenche des trucs absurdes. Ah oui, oui. Et en ça, je retrouve du... Alors moi, le peu, hein, encore une fois, tu me confirmeras ou pas, mais moi j'ai retrouvé du Terry Pratchett, en fait, presque des fois, dans le ton, dans la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que c'est fait très sérieusement, très premier degré, mais ce qu'on te dit est complètement loufoque. Et ça... En fait, je dirais pas du Terry Pratchett parce que moi, Non. je l'ai pas vu comme ça du tout. Ouais. Mais parce que... Non, mais pas dans l'effet que ça produit. C'est pas du tout la même logique, parce que c'est grotesque. En fait, ce que je veux dire, je vais venir à ce que j'expliquais au début, l'histoire du canard. Et le canard, c'est vrai, hein, c'est un vrai moment dans le jeu. C'est vraiment un objet qui a été altéré. Et tu te dis, bah attends, c'est un canard en plastique, quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a plein d'objets, hein, quand je dis objets, c'est des frigos. Par exemple, il y a un moment, un agent qui ne peut pas, en fait, quitter des regards un frigo, parce que sinon, le frigo risque de faire des choses pas normales, pas naturelles. Voilà, mais c'est ça. C'est dans ce genre de situation complètement absurde. C'est en ça que je retrouve, je te dis, alors je retrouve pas tout ce que fait Terry Pratchett, mais Terry Pratchett avait cette habitude comme ça de glisser des petits mémos en bas de page, qui eux étaient très premier degré, t'expliquaient un truc, mais quand tu disais c'était une description scientifique, mais t'es mort de rire, quoi. Et là, comme tu me dis, le coup de faites attention, agent, la maison peut se reconfigurer toute seule, et vous risquez d'être coincé dans les murs. Enfin, moi, ça me rappelle vraiment ça, ce côté... Oui, non, mais il y a des trucs complètement un peu what the fuck, hein, mais tu vois, mais il reste quand même le cas que il y a des gens qui meurent, quoi. Oui, c'est ça. Je veux pas c'est ce que je le dis, gâcher, c'est mais que t'as plein de choses. c'est très premier degré, mais... Ouais, mais tu vois, moi je l'ai pris, j'ai trouvé ça, oui, premier degré, mais ça peut être drôle, mais des fois tu fais genre, en fait, c'est pas drôle. C'est quand tu y réfléchis 2 secondes. Oui. Le coup de faites attention, vous restez enfermé dans les murs ou écrasé vivant. Et alors il y a donc cet épisode de ce émission pour les enfants où en gros un des enfants panique parce que les murs commencent à bouger et le personnage, un peu la figure enseignante, c'est une sorte de squelette avec un masque de poupée horrible et qui m'a expliqué en disant heureusement qu'il y a la technologie avant-garde du FBC pour éviter ce genre de choses, quoi. Là, oui, non. Mais ouais. Bon. Je te dis, un déphasage de ton que je trouve... alors encore une fois, j'y ai pas beaucoup joué, mais le peu que ça m'a vraiment marqué, quoi. Dans les notes que je lisais, etc. Et dans je te dis, j'ai vu 1 ou 2 vidéos du professeur, et j'ai retrouvé ce côté-là. C'est vraiment les seules parties que je trouve qui vraiment a fait côté un peu loufoque, parce que le professeur, tu vois qu'il est un peu taré, mais t'as d'autres vidéos que tu vois après de lui, c'est quand même un peu plus sombre. Donc, d'accord. Mais, ok, non, mais c'était ça. Mais d'accord. Non, mais c'est bon à savoir. C'est-à-dire mais c'est bien que le jeu alterne des tons. Encore une fois, c'est bien si t'as des alternances on n'est pas dans un jeu d'action bas du front, quoi. On est dans quelque chose, une expérience avec plusieurs degrés de lecture, et je trouve ça intéressant. Oui, et puis en plus, toutes ces notes, ces vidéos, etc., c'est du optionnel. Tu n'es pas obligé de les consulter. Oui. Et il y en a vraiment beaucoup, hein, parce que des fois, tu passes ton temps à t'arrêter et à lire, donc ça prend du temps, quoi. Donc bon. Mais en tout cas, tu ramasses un paquet de trucs quand même. La narration, ils ont fait un gros boulot dessus. Des fois, ça peut être, si t'as cette peur de rater quelque chose, tu passes beaucoup de temps à lire et ça peut couper le rythme parce que des fois, tu passes ton temps à lire en fait des documents en progression. Bon. Bref. Autre point. Parce que là, je suis en train d'essayer de structurer un peu ma pensée. Je continue dans les points avantageux. Il y a beaucoup de contenu quand même dans le jeu. Globalement, le temps qu'il faut, il faut une quinzaine d'heures a priori pour le finir si tu fais en ligne droite. Moi, je l'ai fini en environ 25 heures, donc en étant un peu complétionniste, parce qu'il y a quand même pas mal de missions secondaires. Mais ce qui, pour un TPS action, est énorme. Hein. Oui, ce qui est beaucoup déjà. Et il y a pas mal de missions secondaires et qui sont intéressantes à faire parce qu'elles rajoutent du contexte à l'univers et à l'histoire. Donc c'est vraiment bien de les faire. C'est vraiment pas des trucs entre guillemets. C'est pas juste pour rallonger, quoi. Ouais, c'est pas là pour rallonger. Il y a aussi ce qu'on appelle une sorte d'événement, en fait. De temps en temps, tu vas avoir un message sur l'écran de disant attention, il y a tel événement qui se passe, il faut aller protéger les agents à tel endroit, ou il faut aller tuer des cibles potentielles à un tel endroit, donc tu peux accepter ou pas de faire tes missions. Et donc tout ça, en fait, ça te rajoute des bonus pour récupérer en fait des items qui te permettront d'upgrader tes armes ou des mods, etc. Donc tu as tout intérêt à les faire parce que tu te rendras plus puissant. Puisque tu as bien sûr derrière un arbre de compétences pour toutes les habilités que j'ai parlé tout à l'heure, donc si tu fais pas ces missions secondaires et ces événements,
bah t'auras pas les ressources forcément pour tout upgrader. Donc ça rendra peut-être le jeu plus difficile et t'en prendras moins sur l'histoire. Donc c'est un peu dommage. Mais en plus, je trouve que c'est plutôt bien amené parce que c'est jamais des trucs qui tombent comme ça du. Tu vois, tu as un PNJ dans le coin qui dit hey, salut, fais-moi un truc. Non. C'est toujours bien amené dans l'histoire. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, l'ergonomie de l'interface, parce que quand même, il faut migrer dans tous les documents, etc., les habilités, c'est assez épuré. C'est pas toujours visible, je trouve. Mais Ouais, alors, le HUD général du jeu, par contre, lui, est quand même ultra minimaliste. Tant mieux parce que ça permet quand même de rendre le jeu assez lisible. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, il y a un truc, tu vois, qui m'a vachement surpris quand j'ai commencé ma partie, et on l'a pas abordé encore, c'est qu'en fait, le jeu est assez ouvert dans ses niveaux. Alors, comment dire tu vas débloquer des zones au fur et à mesure, mais t'es pas du tout dans un effet de TPS couloir classique, voilà. Et ça, je m'y attendais pas en fait. Parce que Remedy, jusqu'à présent, bon, Alan Wake c'est un peu particulier, mais les Max Payne c'était vraiment un couloir. T'avais un. Oui, bah, à l'époque. C'est des montagnes russes, oui, soit, mais c'est des montagnes russes, t'y vas et puis t'avances. Et là, en l'occurrence, moi je me suis perdu. Hein. Au début, j'ai tourné en rond, j'arrivais pas à la carte, jusqu'à ce que je comprenne que j'avais une minimap et qu'il fallait peut-être que je m'en serve en fait. Alors, très bonne transition, parce que j'allais parler maintenant du game design du jeu. Qui a en gros une grosse force et une grosse faiblesse. Comme tu disais, globalement c'est plutôt ouvert. C'est qu'à partir d'un moment, en fait, tu es assez libre de l'endroit où tu veux aller, même si tu peux pas aller partout. Ce qui fait qu'il y a un petit côté Metroidvania, parce que si t'as pas les habilités qui vont bien, tu pourras pas aller à tel endroit ou tel endroit. Ouais, ou des codes, ce genre de choses. Donc il y a des systèmes de cartes pour ouvrir certaines portes, donc c'est orienté, on va dire, mais ça reste quand même un petit peu ouvert. Et le game design est quand même plutôt bien fait à ce niveau-là. Mais par contre, c'est voilà, comme tu dis, si t'as pas la minimap, c'est quand même sacrément labyrinthique. Oui, alors, en plus parce que c'est une architecture qui est très impressionnante, mais qui est difficile. Enfin, moi au début j'ai manqué de points de repère, mais encore une fois j'ai fait vraiment le tout début quoi. Bah, en fait, tu vois, le truc, c'est que ce que tu as vu au début, cet environnement de bureau, globalement, c'est quasiment tout le temps la même chose. Ouais, donc ça, c'est un peu une faiblesse. Maintenant, je comprends leur logique dans le sens où ça crée une atmosphère, parce que tu es enfermé dans l'immeuble, il n'y a pas de fenêtre extérieure, hein. Vous êtes enfermé en permanence, donc il y a un petit effet claustrophobique qui marche bien. C'est hyper oppressant. Voilà, il y a des grands espaces, etc., mais c'est des grands espaces fermés. Donc tu sais que tu es enfermé dans une chose qui n'est pas naturelle. Donc ça, au niveau de l'ambiance, ça marche bien. Et puis intemporel. Tu sais pas si t'es dans les années 2000, 50, 70. En fait, les technologies, tu as des PC qui font années 80, mais en même temps, tu as des choses qui font années 60 ou 50. Oui, et ton héroïne, clairement, elle vient de là, tu vois. Oui, elle pourrait sortir des années 2000 ou 2010. C'est ça. Voilà. C'est bizarre au niveau de la temporalité de l'histoire, de l'univers, c'est un peu bizarre. Et en fait, au niveau du game design, c'est très labyrinthique. Pareil, c'est voulu je pense, pour cet effet un peu pour oppressant, te perdre. Mais du coup, c'est extrêmement lourd parce que des fois, tu te dis, il faut que j'aille à tel endroit. Je sais que c'est voulu, hein, les game designers l'ont dit. Hein, c'est pour que tu cherches et que tu n'aies pas en fait cet effet de couloir, etc. Mais du coup, tu te dis, il faut que j'aille à l'aile médicale. Mais l'aile médicale, elle n'est pas indiquée sur la carte. Et c'était où déjà ? Et tu passes beaucoup de temps en fait à chercher. Comme tout se ressemble plus ou moins, tu passes du temps à chercher. Alors, effectivement, ça peut te faire trouver des choses que tu n'aurais pas prévues. Ce qui est très bien. Oui, c'est le côté sympa du Metroidvania. Mais voilà. Des fois, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, mais je suis passé 10 fois, mais non, c'est pas là, non, c'est pas là. Surtout si t'as mon sens de l'orientation dans les jeux vidéo, c'est-à-dire inexistant, autant je me perds jamais dans la nature, mais dans les jeux vidéo, moi, j'arrive jamais. Enfin, je me perds dans n'importe quel niveau de Doom. Voilà. Je sens que je vais en chier. Ouais. Voilà, moi j'ai une très très bonne mémoire et je suis bon sens d'orientation, donc je suis capable de repérer des petits détails et me dire ça je l'ai vu, je sais où c'était. Des fois quand même je galérais parce que je me dis mais c'est où tel endroit, donc tu passes pas mal de temps à chercher. Par exemple, si tu as une mission, ils vont te dire en jaune dans quelle zone c'est, mais ils te diront pas exactement où c'est dans la zone. Et t'as pas de repère sur la carte et visuellement t'as rien non plus. Hein. Donc tu as certaines missions secondaires où on te dit il faut que tu ailles tuer tel type d'infecté à tel endroit. C'est à toi de chercher. Et il y en a, ils sont vraiment planqués. Donc c'est intéressant parce que ça te fait fouiller, etc. et essayer d'appréhender le jeu parce qu'il faut vraiment l'appréhender en 3D. Hein. Parce que comme tu vas voler, tu peux pas réfléchir d'une logique XY. Hein, il faut rajouter le Z. Hein. Donc c'est une force et une faiblesse à la fois. Je comprends la logique, mais tu as quelques univers qui changent
au niveau visuellement, la fosse, voilà, The Pit, et la carrière, où là, c'est la carrière, c'est à l'endroit, c'est tellement beau. C'est une carrière en fait de roches noires, avec des reflets un peu comme de... comment on appelle ça, de l'obsidienne un peu. Oui, mais c'est un peu ce que tu vois dans les visions ou dans les tutoriaux pour les pouvoirs. Voilà, c'est ça. Et franchement, il y a des endroits qui font... on revient sur la DA, mais qui visuellement sont incroyables, mais voilà, ce game Non, design... mais la DA, on n'en parlera jamais assez. C'est voilà, un jeu qui est complètement fou, quoi. Je suis amoureux de ce jeu. Après, non, voilà. Il y a de quoi. Sur les défauts un petit peu, j'en vois pas beaucoup. Voilà, hormis, comme j'ai dit, les problématiques sur la narration, où il y a beaucoup de textes à lire et qui peuvent un peu parasiter ton avancée. Le game design qui est un peu claustro, un peu labyrinthique, ça peut peut-être en énerver certains ou un peu te lasser parce que tu vas un peu voir toujours la même chose. Le fait que ce soit exclusif sur l'Epic Game Store pour les joueurs PC. Mais personnellement, on s'en fiche. Mais... Moi, je rajouterais, alors tu vois, comme j'ai dit, j'y ai pas beaucoup joué. C'est un jeu que j'ai beaucoup envie d'aimer et pour l'instant, j'ai pas réussi à choper sa philosophie de combat. Ce que je t'avais expliqué, c'est que moi, je bloque sur le premier boss. J'ai pas essayé plus que ça, hein, mais voilà, j'ai du mal encore avec ce côté. Aussi, j'ai fait trop de cover shooter ces derniers temps, enfin ces 20 dernières années, quoi. Et j'ai encore du mal à me mettre dans cette optique-là et à savoir vraiment exploiter le truc, à gérer, je te dis, le temps de rechargement de l'arme qui est très long. Enfin, tu vois, j'ai trop de paramètres encore et du coup, je bute et je galère beaucoup. Ce qui vu ma tolérance à la frustration en ce moment, risque de me poser un problème. En fait, je vais pas dire que c'est comme un Dark Souls, mais quelque part, il faut vraiment réadapter ton mode de jeu. Oui. Et perdre tes mauvaises habitudes, des gears, etc. pour te réadapter. Oui, et puis parce que c'est un jeu exigeant, quoi. C'est pas un jeu qui... Voilà, moi j'ai fait 2 jeux, tu sais, comme je disais, très chill. T'es avec la manette tranquille et t'as pas vraiment de challenge ou d'obstacle ou truc. Celui-là, si. Celui-là, il pardonne pas. Ah oui, alors après, voilà. J'ai commencé à y jouer à la manette. Je suis passé au clavier souris. Non, faut pas. Et parce que franchement, les joueurs PS4 et Xbox, bravo à vous, parce que moi, franchement, je trouve que le jeu se prête mieux au clavier souris que la manette. Après, je sais pas s'il y a une adaptation du jeu automatiquement. Je pense, mais moi j'ai déjà trouvé qu'il pardonnait pas grand-chose, même à la souris. Il faut être même en étant le plus très précis. Ah, les ennemis peuvent faire très très mal. Et les ennemis font très mal, et puis même, t'as une dispersion un petit peu de ton arme qui fait que faut... Enfin, c'est coton, quoi. Oui, c'est un jeu qui est pas facile, en fait. Je dirais pas qu'il est dur, mais il est exigeant. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas réussi encore à me mettre dans l'état d'esprit au niveau des combats pour être efficace, en fait. Donc forcément, dès que je m'en sors sur les combats basiques, et dès l'instant que tu me mets un pic de difficulté avec un boss ou un truc, je galère. Donc il faut que j'arrive à me reformater le cerveau. Ouais, mais franchement, insiste, tu verras. Et il y a un dernier point, point très important qui est une de ses plus grandes forces, mais qui peut parfois être une faiblesse, et que c'est fou que j'ai oublié d'en parler, la physique du jeu. Oui. Parce que la physique du jeu, en fait, tous les objets en fait dans le décor sont utilisables en fait comme projectiles, mais aussi vont avoir, ça s'appelle un impact par tes armes et tes pouvoirs. Ce qui fait que les combats dans des bureaux, vous avez en fait des bouquins, des tas de papiers, etc., des téléphones. Des fontaines à eau, etc. Tout vole dans tous les sens. Ça, c'est le théorème de Fear, tu sais, de l'époque. C'est, voilà, si tu veux donner de l'impact à ton jeu, tu satures l'écran de particules, de morceaux de béton, de fumée, de feuilles qui volent et tout, et ça marche. Voilà, et là, ça marche super bien. Parfois trop, parce que du coup, en fait, tu comprends plus exactement où est l'action, etc. Donc c'est un peu perturbant. Ce qui fait qu'il faut que tu contrôles aussi ce que tu fais. Donc prendre de la hauteur avec tes pouvoirs, etc. Donc mais la physique dans ce jeu c'est complètement fou. Et c'est un jeu, alors moi personnellement je n'ai pas assez bourgeois pour ça pour l'instant, donc qui profite du ray tracing, donc pour ceux qui ont il paraît que c'est assez extraordinaire. Voilà, donc il profite aussi de la nouvelle fonctionnalité Nvidia là, qui permet d'améliorer pas le rendu, mais la fluidité en réduisant. Comment ça marche là? Comment ils appellent ça? Ah, j'ai oublié. Là, je sais pas de quoi tu parles. Ah, si, ça a un nom bien particulier qui permet en fait d'avoir plus de frames. Ah, le DSLA ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Enfin bref, les auditeurs nous corrigeront s'ils veulent. Mais en fait, voilà, il est assez abouti au niveau technologique avec Nvidia. Donc, si vous avez une carte Nvidia. J'en ai une, mais ça suffit. Voilà, il faut pas ce qu'il faut. Il faut une RTX. Voilà. Si vous voulez vraiment profiter à fond. Ceci dit, moi je tourne sur une 1070 GTX. Le jeu tourne très très bien. Il est très très beau. Les effets de lumière sont fous.
Voilà, je vais conclure sur ça. Le jeu est un très bon jeu. C'est probablement mon GOTY de l'année. Même si on n'est qu'encore qu'en mai. On est le 31 mai, le jour où on enregistre. Et puis de toute façon, c'est ton GOTY 2019 voilà, avec RE2, quoi. Voilà, je pense que... Et Devil May Cry. Ouais, Devil May Cry, c'était pas mal, quoi. Mais ouais, sur 2020, là, je pense qu'il est passé en tête direct. Jouez-y, ouais. Franchement, c'est un très grand jeu. Bah surtout que, en ce moment, vous prenez un jeu gratuit sur l'Epic Game Store, vous avez 10 € de bon de réduction, ça l'amène à 19 €. Voilà. Donc 19 € pour un jeu comme ça, c'est cadeau, quoi. Le problème, c'est qu'en plus, on sait pas si le jeu s'est bien vendu. D'après le studio, les ventes se portent plutôt bien, mais ils ne communiquent aucun chiffre, donc on sait pas vraiment ce que ça donne. Peut-être qu'il y a un contrat avec Epic pour pas diffuser les chiffres, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, sûrement. J'imagine, parce qu'ils ont quand même payé 9,5 millions d'euros pour avoir l'exclu. Donc si jamais le jeu se vend pas trop, autant pas le dire, parce que après les ventes PS4 et Xbox... Puis parce que les boutiques en ligne donnent jamais leurs chiffres, Steam, regarde, ils disent jamais rien sur les ventes. C'est pas dans leur intérêt. Et puis t'as pas le droit en tant que studio de dévoiler vraiment tes ventes Steam derrière, normalement. Oui, mais tu vois, quand tu fais plusieurs millions, en général, tu le dis, quoi. C'est un argument marketing. Là, tu le dis. Je pense que là, s'ils disent le jeu se vend bien, mais... Tu vois, si t'avais 3 ou 4 millions de ventes, je pense qu'ils le diraient. Donc bon, voilà. Quelque part, j'ai peur que ce soit encore un de ces jeux cultes que personne n'a joué. Donc j'espère pas. Bah, en tout cas, nous deux, on ira jouer. Oui, c'est ça. Bref, écoute, on va passer la suite avec le après ça. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. Et c'est la rubrique à part ça, on fait nos petits débats sur différents sujets. Bruno, qu'est-ce que t'as comme sujet pour ce mois-ci ? Ben, en fait, vu que, comme je disais, j'ai fait 2 jeux très relaxants et très courts, j'avais un peu plus de temps que d'habitude. J'ai fait Opus Magnum de Zachtronic. Très bon jeu. Alors Zachtronic, c'est un studio qui est un peu spécialisé dans les casse-têtes. Et là, on est vraiment... Moi, c'est le premier que je fais, je suis pas un grand spécialiste du studio. Et là, on est dans le mechanical porn, en fait, où le but, c'est une espèce de machine d'alchimie, où on a des espèces d'éléments, et on doit les combiner, ou les déplacer, les fusionner, etc., avec des bras mécaniques, etc. Voilà. Et c'est de la programmation, en fait. Je me suis rendu compte au bout de 3 heures que c'est de l'algorithmie. Que j'étais en train de faire du boulot avec une interface graphique plus limitée que ce que je fais d'habitude. Mais ça a vachement bien marché, c'est un jeu qui vraiment te retourne le ciboulot, qui a plein de bonnes idées, enfin, c'est un studio qui sait très bien ce qu'il fait, ça se voit. C'est de la drogue, hein. Ouais, c'est vraiment... tant que t'as pas... Enfin, moi je sais que si on a cet esprit-là, un peu de vouloir passer, comprendre comment ça marche et faire le truc, on n'arrive pas à décrocher, quoi. Après, revenir dessus pour optimiser toutes tes solutions, pas vraiment. Moi j'essaye un peu, mais pas plus que ça. Non, Parce que c'est pour moi le défaut du jeu, c'est que je trouve quand même que l'interface est pas incroyable. Quand tu commences à vraiment avoir des machines un peu complexes, etc., tu galères ne serait-ce qu'à lire ce qui va se passer. Et donc voilà, c'est tout. C'est un très 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 bon jeu. De toute façon, en général, quel que soit le jeu de Zachtronic, vous pouvez y aller. C'est un studio qui est assez régulier dans ce qu'il fait. Voilà. Moi, j'ai un conseil à donner pour Opus Magnum. N'y jouez pas quand vous avez la migraine. Non, il faut pas. Et vraiment, c'est une expérience que j'ai tentée, je ne vous conseille pas. Ouais, alors après, il y a un scénario, mais je suis incapable de vous dire de quoi que ce soit, parce que moi, j'ai juste cliqué sur suivant à chaque fois. Oui, j'étais pas là pour ça. Parce que, oui, en fait, c'est un scénario sur l'alchimie, oui, donc je sais. un alchimiste, etc. On s'en fiche. Voilà, c'est bien qu'ils aient fait l'effort, il y a peut-être des gens que ça intéresse, moi, en l'occurrence, j'étais pas là pour ça, donc voilà. Mais donc voilà, très bon jeu que je conseille... comme je dis, avec tous les Zachtronics, et je pense que c'est un des plus gratifiants visuellement du studio, parce que ce qu'ils ont fait par la suite sont d'une violence dans la représentation graphique qui est enfin, violence d'un point de vue c'est abrupt, quoi, c'est très abstrait, etc., alors que celui-là, il y a un petit côté joli avec les petits bras qui s'animent, etc. Voilà. Oui, assez agréable, visuellement c'est assez plaisant. Ouais. Voilà. Et toi ? Écoute, moi j'ai un sujet que j'ai failli passer dans le Osefomètre, et puis vraiment je me suis dit en réfléchissant, quand même il y a des choses à dire. C'est la présentation qui a été faite par Microsoft sur les jeux third party pour la Xbox One X. Ouais. J'arrive pas avec ce nom. Donc en gros, pour ceux qui ont encore raté l'information, il y a eu en fait un live qui a été fait avec pour objectif de présenter les jeux qui vont sortir en fait sur la Xbox One X, entre autres, des éditeurs tiers, enfin des développeurs tiers.
Franchement, je crois que c'est une des présentations que j'ai trouvée la plus moisie depuis bien longtemps, puisque comme il n'y a pas le 3, tous les studios, etc., les constructeurs trouvent d'autres solutions pour communiquer. Franchement, je comprends pas comment Microsoft a pu faire ça. Je m'explique. Parce que l'idée de présenter les jeux des éditeurs tiers, pourquoi pas déjà, c'est un peu bizarre, d'habitude c'est noyé dans la conférence en fait. Voilà, c'est dans la conférence, mais t'as les annonces aussi quand même des studios first party. Là, on a eu plein de jeux complètement lambda et OSEF. Par exemple, il y a eu Vampire, qui est moche. Oh. Moi je trouve les personnages qui sont animés là t'es dans balais. Tu parlais d'Uncanny Valley, t'es à fond dedans, mais ça oui. Les personnages ils font peur, ils sont animés avec un balai dans les fesses. En quoi ça me donne envie d'avoir une équipe Sonic. C'est surtout que t'as l'impression de voir un jeu de la génération actuelle en plus. Mais c'est ça, et encore, genre double A, tu vois. Voilà. T'as plein eu comme présentation, t'as quand même eu Medium, je crois, qui a été présenté, qui avec la musique par Akira Yamaoka, donc Silent Hill. Qui est d'ailleurs strictement inspiré par Silent Hill, qui est assez intéressant, etc. Mais je trouve que c'est assez bizarre. C'est logique de dire on va présenter des jeux d'éditeurs tiers qui, de toute façon, eux auraient fait leur communication. La plus grosse news, c'était en gros attendez, vous allez voir le nouveau Assassin's Creed Valhalla. Ouais, ok, super. On a vu un Doom-like qui ressemblait, alors qui tente de reprendre le gameplay de Doom, mais parce que maintenant, on va revoir des Doom-like. Ouais. Depuis Doom 2016. Il y a le premier jeu qui a été présenté qui était visuellement assez beau. Ouais, c'était. Mais tu retiens pas les noms, et en plus alors. C'était vulgaire en fait. Tu vois, c'est des effets tape à l'œil tout le temps. Ça m'a rappelé les. Les FPS polonais qu'on avait il y a 15 ans. Non, mais c'est ça quoi. Les jeux du Pays de l'Est, oui. Ouais. Mais alors tu vois, le truc en plus, c'est que déjà, on voit des jeux qui sont plus ou moins aboutis, etc. Et tu présentes ta nouvelle console qui est censée être plus puissante, où on te vend une technologie, et on te présente des jeux effectivement de cette génération, ou potentiellement il y a quelques années, moi ça me donne pas envie d'acheter. J'ai envie. Déjà. Si encore les jeux étaient, je sais pas. Mais t'as pas de claque. Mais côté pas de claque technique, à la rigueur, je m'en fous un peu, parce que encore une fois, le graphisme ça fait pas tout. Mais c'est pas ça, c'est que là, on a vu un jeu de bagnole, on a vu un FPS générique. On a vu des Dirt 5. On a vu des trucs qui, même d'un point de vue gameplay, me faisaient pas envie, quoi. Oui, non, mais c'est ce que tu as dit au début, tu résumes très bien. C'est des choses qui sont noyées dans les conférences des constructeurs pour justement agrémenter et dire voilà, il va quand même avoir des titres. Ouais. Mais je comprends pas devoir faire ça à part. Et en plus, le truc qui me fait halluciner, c'est la qualité des présentations. Je veux dire, les webcams pourris, les micros pourris. C'est Microsoft. Ah ouais, mais j'utilise du matos Microsoft. Oui, ils ont fait du Teams, tu vois. Microsoft Teams, c'est ce qu'on utilise au boulot pour faire nos conférences. Je veux dire, ça leur coûtait quoi d'envoyer ça s'appelle un Panasonic G avec un micro Rode pour Microsoft, tu vois, ça ne coûtait rien. Non, tu vois, faire un truc un peu pro et carré. Là, ça fait vraiment amateur. Je comprends pas cette logique, tu vois. Cette présentation, je la trouve, tout le monde l'a oublié. Moi déjà, j'ai quasiment oublié ce qu'il y avait dedans, à part 2-3 jeux. Moi, je me suis même pas infligé la présentation. J'ai pris la vidéo qui résumait les jeux, quoi. Écoute, moi j'ai été courageux, je l'ai regardé la version officielle et après je suis regardé la version avec Mister MB qui était beaucoup plus drôle, du coup. J'imagine. Franchement, vous l'infligez pas, c'est sans intérêt. Surtout que toi, tu as un sujet tu vas nous parler, qui est la présentation par Sony de l'Unreal Engine 5 par Epic sur la PS5. Ouais. Alors, c'est Epic qui a présenté le truc. Ils l'ont présenté en même temps que la PS5, c'est un deal. C'est l'Unreal Engine 5. Alors moi, j'aimerais revenir dessus parce que j'ai lu beaucoup de choses disant c'est pas beaucoup plus beau, ok. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils nous vendaient dans cette. Encore une fois, la démonstration que nous on a eue, elle aurait dû avoir lieu à la GDC. Et la GDC, c'est un studio c'est un salon de développeurs. Et la promesse qui a été faite dans cette Unreal Engine 5, si elle est tenue, parce qu'à un moment, on a vu une vidéo d'une démonstration, on sait pas du tout, c'est pour les concepteurs de jeux de s'affranchir de toutes les étapes d'optimisation de leur modèle 3D et de leur texture. Et ça, pour moi, encore une fois, si c'est tenu, c'est un vrai tournant dans la façon dont on réalise les jeux. Parce qu'on dit toujours que les outils ont évolué, ils sont plus accessibles, etc. Ce qui est vrai. On a des jeux indépendants qui arrivent à se faire alors qu'ils ne pouvaient pas avant. Mais par contre, la différence technique que tu avais, on a blagué plusieurs fois, on dit c'est un jeu qui ressemble à un AA, elle se faisait là-dessus.
ta capacité à tirer le meilleur, entre guillemets, du hardware sur lequel tu étais, c'était conditionné au nombre d'équipes que tu avais, parce qu'il fallait que tu puisses optimiser tes modèles au polygone près, tes textures, oui, voilà. Le plus gros problème, c'est ce qui avait été dit quand la génération déjà HD de la PS3 était sortie, ou la 360, c'était oui, c'est bien, on a plus de puissance, mais il faut les équipes pour le faire. C'est ça. Donc, on se posait déjà la question il y a plus de 10 ans, il y aura des studios qui seront que des studios support, ça existe toujours d'ailleurs, qui ne font que des assets. du support, voilà, des assets, parce que ça prend un temps de fou. Mais parce qu'en fait, il faut bien réaliser, pour les gens qui sont pas là-dedans, quand on crée un modèle 3D pour un jeu, alors en général, l'artiste va se faire une version avec énormément de polygones, sans trop se prendre la tête justement sur l'optimisation, pour avoir un premier rendu. Ensuite, il va en tirer une texture, de ça, il va réduire le nombre de polygones, il va appliquer sa texture dessus, il doit faire 3 ou 4 textures différentes pour appliquer des différents effets de lumière, de trucs, voilà. Et c'est des étapes qui sont extrêmement chronophages. Et surtout, si derrière, vous avez le directeur artistique qui arrive et qui vous dit « Bah non, j'ai changé, j'ai décidé que maintenant tout le niveau il était violet », enfin, tu vois, je dis une connerie, bah t'es reparti, quoi. Bah non, c'est comme et ça. Ça arrive, et ça arrive. Star Citizen, ouais, c'est ça, oui. Oui, d'accord. Et voilà, et là, toute leur démonstration était là-dessus, en disant « Non, vous prenez le modèle tel qu'il est, avec un nombre incalculable de milliards de triangles, vous l'importez dans le moteur, c'est lui qui se démerde derrière. » Si ça c'est tenu, c'est vraiment l'ouverture pour plein de studios à pas se poser la question justement d'optimisation. Bah je demande à voir. Mais en l'occurrence, ça remet l'Unreal Engine. En plus, ils ont parlé des royalties qui demandaient du coût de l'Unreal Engine. Et ça repositionne vraiment l'Unreal Engine dans la course à ces moteurs-là, alors que Unity montait depuis quelques années. Et Unity étant sur la pente inverse, c'est-à-dire que lui, ses process sont de plus en plus complexes en ce moment. Ils sont un peu dans une mauvaise passe, c'était vachement intéressant de voir ça. Après, ils ont choisi de le montrer sur PS5. Honnêtement, on va pas se leurrer, l'Unreal Engine, ça a toujours été un moteur multiplateforme. C'est pas dans leur intérêt de lâcher le PC et la Xbox. Ils te parlent du SSD de la PS5 qui accélère le truc, j'y crois pas une demi-seconde. On verra ce que ça donne dans les faits, mais pour moi, il n'y a pas de... Non, mais ça c'est du deal marketing qui a été fait avec Sony. Vous présentez, et surtout, je trouve que c'est très bien amené, puisqu'en fait, quand Microsoft fait une présentation sur des jeux tiers avec des webcams pourris, t'as Sony, enfin Epic qui fait une présentation en disant voici le rendu en temps réel de l'Unreal Engine 5 sur PS5. Oui. Alors que quand t'as vu Vampire et d'autres trucs, etc., ils te disent ouais, ça sera sur Xbox One X. Putain, mais ce nom, ça m'énerve. Et vous pourrez aussi y jouer. Alors le coup de le truc tout le temps répété, ça m'énerve, faut arrêter. Sur Game Pass. Écoute-nous les contrats. Ouais, sur le Game Pass, etc. En disant achetez-le maintenant, vous pourrez jouer gratuitement plus tard, etc. Et puis les développeurs qui disent oui, c'est incroyable. Avec ce nouveau truc de chez Microsoft, nous d'autres développeurs, on peut faire des trucs de fou, quoi. Ça, il faut arrêter. Tu vois. Ça m'insupporte, mais tu vois, et derrière, t'as Epic qui te sort, hop, ça tourne comme ça sur la PS5. Et les gens qui vont voir ça, ils vont se dire quoi ? C'est surtout qu'ils sont allés à l'essentiel, en fait. Et c'est pas noyé, et là où Microsoft communique sur la puissance, mais ce qu'ils nous ont montré, voilà. Sony, ils ont décidé de montrer. Parce que Sony, en fait, globalement, si tu regardes, Sony, je trouve qu'ils ont géré leur communication de façon très intelligente. Sur la rétrocompatibilité, ils ont laissé courir, etc. Est-ce que c'est eux qui s'affûtaient par eux ou pas ? Peu importe, mais ils l'ont laissé courir, puis après ils l'ont confirmé. Ils ont juste montré la manette, et là ils annoncent là, dans 3 jours. Ouais, mais après Sony... Il y aura la conférence, tu vois. Sony, ils ont toujours fait ça, ils ont toujours été en position de force là-dessus. C'est très étonnant, mais quand tu remontes, ils laissent toujours les autres se prendre les pieds dans le tapis, et puis eux, ils arrivent derrière et ils disent voilà. Ils sont pas, parce qu'ils sont pas pressés. Sony, ils ont rien à prouver. La PS4 a tout pété en termes de vente. Naturellement, la PS5 pour plein de gens, ça va être la console naturelle. Oui. La Xbox, il faut convaincre. Et, donc Sony, ils n'ont rien à faire. Ils regardent Microsoft gesticuler, et puis à un moment, ils tapent. Ils disent oh, oui, les gars. Tu vois, mais c'est quand même fou, tu vois. Par exemple, sur le design de la console qui a été moqué pour la Xbox, tout le monde disait mais ces trucs-là, la tour, là, ça va être insupportable. C'est un frigo. Tu vois, sur Teams, le mec qui fait la présentation, je sais pas comment il s'appelle, qui met avec Teams un fond d'écran avec une Xbox en frigo pour faire la blague, etc., avec sa webcam pourrie, son casque pourri. Mais on n'est pas le public. Même, tu vois, enfin, à quel moment il y a un directeur marketing qui s'est dit, ou de communication, ça va suffire, vous allez faire ça avec le quick cap de 99. Mais en plus, c'est ça qui est con, c'est ce que moi je disais, alors je l'ai tweeté il y a pas longtemps, je trouve que la Xbox et la prochaine est une console super intéressante.
Ils ont annoncé des trucs. Techniquement parlant, oui, bien sûr. Parce qu'ils ont annoncé des trucs. Ils ont annoncé déjà qu'elle fait tourner quasiment tous les jeux depuis la première génération de Xbox, ce qui est quand même génial. Moi, j'ai encore des jeux. Bon, je suis pas sûr que je lancerai des jeux Xbox dessus, mais tu vois, je trouve ça intéressant. Le fait qu'elle puisse sauvegarder plusieurs jeux en pause, et donc reprendre ta partie là où elle en était, exactement, c'est des fonctionnalités que je trouve géniales. Alors, je dis pas que la PS5 va pas faire pareil, mais au moins, on sait que la Xbox, là, et en fait, ils refont les mêmes conneries qu'ils avaient fait avec la Xbox One. La Xbox One, c'était une console qui avait plein de trucs à côté que je trouvais vachement bien, et eux, ils ont communiqué sur quoi à l'époque ? Kinect. Bah, bravo les gars, mais à un moment... Kinect, c'est 360 plutôt, non ? Non, Kinect, bah non, c'est ce qui a coûté le succès de la fin. C'est ce qui a flingué le lancement de la Xbox One. Oui, Bah oui, il y avait Kinect. Peut-être, oui, À cause de Kinect, elle était 100 € de plus que la PS4. Oui, mais c'est vrai, oui. Puisqu'il avait quand même décidé de récapitaliser dessus sur la sortie de la One. Ouais, non, mais puis bon, il vois, n'y avait pas que ça, c'est de... qu'ils avaient aussi un... Oui, ils avaient un génie, ils avaient Matrix, le génie absolu du marketing qui a sorti... que si... parce qu'en gros, la Xbox One, à la base, les jeux... étaient bloqués. Voilà, tu achetais ton jeu, tu pouvais pas le revendre, et quand on... Tout le monde se rappelle la vidéo de Sony. Hein. Oui, et puis surtout, quand on lui avait posé la question en disant « Mais attendez, pourquoi les gens qui n'ont pas de connexion Internet, etc. » et qui avait répondu « Mais pour les gens qui n'ont pas de connexion, on a une console, ça s'appelle la Xbox 360. » Oui, ouais. Enfin, un mec adorable, qui a fini chez Zynga, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Enfin non, il y est plus, d'ailleurs. Il s'est fait lourder, ouais. Mais voilà, enfin, bon, bref, on va pas refaire le débat PS4 Xbox. Hein. Non, on va en parler le mois prochain parce qu'on aura eu les infos sur la PS5. Oui, peut-être on verra enfin à quoi elle ressemble. Tout ce que j'espère, c'est que c'est pas les protos qu'on a vus jusqu'à présent parce qu'ils sont vraiment très moches. J'espère pas, non. Et voilà, je te dis, je trouve ça encore une fois dommage parce que je trouve que la Xbox est une console qui a plein de choses intéressantes et encore une fois, elle a la meilleure manette de tous les temps. J'ai mis des années à m'acheter une manette de Xbox One et je le regrette absolument pas. Ouais, très bonne c'est manette. Vraiment une manette incroyable. Et bon. Voilà, bah écoute, je pense qu'on va conclure sur ça. Moi j'avais un autre petit point, mais j'en parlerai pas. Ouais, c'est Tony Hawk, on en a déjà parlé. C'est bon. Voilà, j'ai trouvé ça cool parce que je suis trop content et parce que, voilà, comme tous les joueurs qui ont 30 ou autour des 40, bah, on est trop content de revoir ça. C'est ça. Mais voilà, mais on verra ça en septembre. Donc, oui. On en reparlera plus tard. Écoute, on va finir avec la rubrique avec l'osefomètre. C'est ça. Et c'est l'heure du osefomètre. Donc maintenant, on va faire toutes les news OSEF. Donc on va pas parler, mais qu'on va dire qu'on s'en fout parce qu'on comprend pas pourquoi cette info est sortie ou ce jeu a sorti, etc. Et on va commencer tous les deux par Bruno, un truc ensemble. Valhalla. Ouais, Assassin's Creed Valhalla. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, oh là là, surprise, un nouvel Assassin's Creed. Oui. Oui, bah écoute, voilà. On râle à peu près une fois par épisode au moins sur les open world Ubisoft. Voilà, je dirais deux choses. C'est pas notre cam. Sur ce truc complètement OSEF, c'est un, ils ont mis en avant un personnage masculin alors que dans Odyssey on avait un personnage féminin. Très bien d'ailleurs. Alors voilà, qui était très bien. Et voilà, pourquoi ils n'ont pas refait la même chose. Et deux, c'est aussi intéressant que savoir qu'un Call of Duty va sortir. Oui, c'est un peu ça. Voilà. On peut avoir une bonne surprise, mais en attendant, moi j'attends oui, ce sera probablement un très bon jeu, ouais. mais c'est pas une surprise. Bon, bref. Ouais. Moi j'ai un autre truc dans le même genre. Hein. Il paraît qu'il y a eu un concert dans Fortnite d'un gars. Alors le problème c'est que là, c'est là où je commence à ressentir mon âge. Donc Fortnite, j'ai jamais lancé le jeu et on parle d'un gars que je connais pas qui s'appelle Travis Scott. Il paraît que c'était le futur de la musique. Voilà. Oui. J'ai lu plein de news là-dessus et moi je sais pas quoi en penser en fait. Donc voilà. Bah ouais, t'es pas la cible. Je te passe la main. Ouais, bah écoute, alors moi j'ai. On va taper sur Stadia, hein, vite fait. Doom 64 sur Stadia. Oui, voilà. Bah il était sorti sur Switch. Oui, bah ouais, mais voilà. Okay. Elle a les jeux qu'elle mérite. Non, c'est un très bon jeu. Hein, mais oui, non, mais c'est ça, mais franchement, Doom 64, genre, waouh! Faire du cloud gaming avec Doom 64, franchement, ça fait tellement rêver. J'ai envie de m'apprendre un abonnement tout de suite. Ah bah, direct. Ouais, quoi d'autre? Alors, il y a plein de gens qui vont... Animal Crossing New Horizon devient le record absolu de vente de la licence. Tu vas te faire tellement d'ennemis sur ce truc. Ah, grave. Mais je pense que c'est un très bon jeu, hein. Je pense même l'acheter pour mes gamins. Mais moi, c'est pas le genre de jeu que j'apprécie. Mais c'est surtout... Voilà, c'est le record de vente de la console, super, enfin de la série, génial. Moi, c'est une curiosité, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que je sais pas. Encore une fois, je présume pas, je te dis juste ça, c'est ok, très bien, mais c'est bien de relayer la com de l'éditeur qui dit que c'est le meilleur épisode en termes de vente de tous les temps. Non, parce que ce jeu est tombé à un moment
Ah bah lui, ouais. Ah, Confinement, etc. Un truc d'ailleurs, mignon, c'est, etc. alors. d'ailleurs, c'est peut-être Nintendo en fait qui est à l'origine du truc, qui a déclenché ça le serait coronavirus dans pas- le monde. Ça s'appelle Bill Gates avec la 5G, ce serait en fait Ouais. Nintendo. Ouais. Avec la Switch. Wow. Putain, tout se tient. Ah, il faut aller vite mettre ça sur les Complot sites facile. c'est Ouais. complot facile, etc. Mm. sur Facebook. Hein. Écoute, voilà, j'ai une info aussi hyper importante qui est tombée. Elder Scrolls 6 ne sortira pas avant longtemps. Oui, bah vu qu'ils doivent refaire un moteur, à mon avis. C'est waouh, ça c'est de l'info. Hein. Merci Ouais, Bethesda. merci Bethesda, ouais, c'est ce genre de truc que j'adore. Enfin, on n'a rien à vous montrer, on n'a rien à dire, mais bon, vous inquiétez pas, on bosse dessus quoi. Ouais, mais, ok, bah par contre, fermez-la. il sortira pas avant 2024 ou 25. Hein. Vous attendez pas. Hein. Non mais c'est, enfin, bon déjà que notre amour de Skyrim tous les deux est connu, n'est-ce pas? Ouais. Tu l'attends, toi. Tu trépines d'impatience. Ah ouais, Elder Scrolls 6. Ah oui, j'attends avec ça une impatience, mais tu vois, ouf, j'en peux plus. Hein. Ah J'en ouais, dors pas la c'est nuit. fou. Moi, je me repasse le trailer où tu voyais rien en boucle d'il y a 2 ans déjà, je crois. Peu importe. Ouais. Ouais. Ok. Et puis, Suivant. tiens, pendant qu'on voit les Assassin's Creed, j'ai regardé la vidéo de 20 minutes de gameplay de Sekiro. Sekiro. Non, pardon. Ghost of Tezuma ou un truc comme ça. Tsushima. Tsushima, ouais. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est un jeu qui a été survendu. On nous en a parlé. Enfin, je sais qu'on n'avait rien comme info et tout le monde en parlait. Et là, j'ai vu un espèce d'Assassin's Creed au Japon. Alors, c'est peut-être un bon Ouais. jeu, hein, mais voilà, moi j'ai vu tout ce que je déteste dans Moi, les ça open world ressemble à en Horizon. l'espace Tu de 5 vois. minutes. C'est-à-dire que c'est probablement un bon jeu, mais avec tous les défauts habituels des open world, ça Ouais. va pas me plaire. Non, c'est ça. C'est comme je te dis, j'ai vu. Et puis surtout, moi, on me l'avait vendu en disant il est Ouais. très beau. Putain, ce que j'ai vu, Ah ouais. bof quoi. La direction artistique. Bon, enfin bref, ça c'est personnel. Peut-être que le jeu est très bien, hein, Ouais, mais ouais. juste. Et il est sorti ou pas? Non, pas encore. Hein. Mais non, bah, je sais même plus, tu vois. du Il a été coup, repoussé. quand il sort. Il me semble qu'il a été repoussé, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il sort en juin. Il me semble qu'il sort. Ils le sortent en même temps que Last of Us 2. Non, ils osent pas faire un truc pareil. Ah bah Ouais. si, je crois. Mm. Ah bah ciao le jeu. Bah oui. C'est bien. Ouais. Voilà. Merci d'avoir essayé, quoi. Alors Last of Us 2 qui sort le mois prochain, ça c'est. Je sais pas ce que je vais faire. Hein. Est-ce que je vais prendre une semaine de vacances pour ça? T'as regardé la vidéo de 20 minutes? Oui, j'ai regardé, bien sûr. Et. Bah, c'est du Last of Us, quoi. Ah bah Mais oui. c'est du Last of Us raffiné. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est une fluidité dans l'action et dans ce que tu pouvais faire dans un espèce de monde beaucoup plus ouvert et organique. Enfin, Écoute, je te dirai ça, puisque tu n'as pas de PS4. Voilà, Voilà, pour toi le premier réglé. c'est ça. Voilà. Et moi, dernier point, une information importante, une information capitale. Le PC Gaming Show, qui normalement se passe à l'E3, est maintenu, il sera en live. Voilà. Oui. J'ai jamais réussi à le regarder en entier. donc, C'est je le vais truc peut-être le pas plus commencer. long et chiant du monde. En plus, Souvent malaisant. Hein. voilà, En malaisant. passant avec des blagues nazes et de l'humour foireux. Enfin, c'est. Non, ça va pas, quoi. Voilà, et puis genre, c'est sponsorisé par Intel, ou plus avant, pendant un temps c'était Nvidia, je crois qu'ils faisaient, ou AMD, je sais même plus, tu vois. C'est AMD, je crois. J'étais AMD, là, je crois que cette année c'est plus le cas, mais bref, ouais, regardez, ce jeu-là il marche vachement bien sur ma plateforme parce que il faut avoir un processeur Radeon, etc. Je trouve que l'idée est pas forcément mauvaise, mais par contre, déjà le maintenir, et puis souvent avec des éditeurs tiers qui sur un jeu qui va être sortir sur toutes les plateformes, enfin franchement. Ouais, comme tu dis, l'idée est pas mauvaise, mais ça a jamais été des événements marquants et je vois pas cette année. Oui, puis en plus c'était long en plus à chaque fois. Hein. Mais c'est long. Ouais, ça dure C'est 2 long. heures, 2 heures et demie. Enfin, t'as l'impression que ça dure plus longtemps que le temps réel, tu vois. Ouais, bah, Le temps oui. se ralentit quand tu regardes ce Mm. stream. Enfin, Ouais, et puis les indés ont pas besoin de ça. Enfin, pas vraiment. Ils sont. Ouais, je sais pas. ouais, tu peux trouver plein de jeux PC, etc. Enfin, qui vont sortir aussi sur console, donc ils peuvent avoir leur place sur les conférences Sony, Microsoft. Mm. Ils peuvent faire leur propre streaming, etc. Enfin, est-ce que c'est vraiment essentiel? Je sais pas. Enfin, ouais. Bref, Ouais. Là, c'est là où on avait vu le trailer de Elder Scrolls 6, non? bon, c'est possible. Hein, écoute, de toute façon. Il me semble. Tu vois, comme quoi ça se recoupe tout. Oui, tout se rejoint. Bah écoute, ouais, on a fait le tour de nos news complètement OSEF, ce qui va conclure notre épisode du mois de mai qui sortira début juin du coup. Je pense que le mois prochain ce sera le dernier de la saison. Très probablement. Sûrement. Voilà, il y aura peut-être un épisode spécial cet été, mais ça dépendra des plannings de chacun. Mm.
Donc le mois prochain, je sais pas encore de quoi je vais parler. J'ai peut-être une idée, je t'en ai parlé déjà, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire, ces 2 jeux-là. J'aimerais bien. Bah, moi je papillonne beaucoup parce que vu que j'ai une nouvelle carte graphique qui me permet enfin de jouer à des jeux post-2015 on va dire, j'ai relancé tout un tas de trucs que je- Ah, c'est beau, qui- c'est qui fluide. tournent. Ouais, et du coup en fait je papillonne parce que bah il y a des jeux même fluides ils sont pas forcément hyper intéressants et il faudrait quand même que j'ai quelque chose à en dire pour en parler dans le podcast. Ouais, faire un Donc truc on verra. complet, ouais. On verra le mois prochain pour les sujets. Bah écoute, on peut nous retrouver pour nos auditeurs, hein, merci de nous écouter sur Spotify, iTunes, Google Podcast ou n'importe quel de podcast que vous voulez utiliser. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur PLTDJ_podcast. Voilà, si vous voulez nous suivre et nous mettre un Sur petit Instagram commentaire. même. Voilà, et sur Instagram maintenant. Voilà. C'est fou. Incroyable. On est très fort pour les réseaux sociaux et pour la Ah, communication. c'est tellement. En cumulé, on doit avoir, je sais pas, 90 followers. Ah, écoute, c'est déjà ça. Et puis on est très fort aussi pour sortir un truc le jeudi matin à 8h, comme ça. Voilà. Oui, alors ça, j'ai remarqué qu'effectivement, sur les dates de parution, c'est quand ça vient, hein, faut pas s'attendre. Comme d'hab, ça, on enregistre en fin de mois en fonction des dispos de chacun, et puis ça sort plus ou moins dans une espèce de fenêtre de 10 jours. Hein, bon. Ouais. Voilà, là, C'est ça. on enregistre le 31 mai, ça sortira probablement autour du 3-4 juin. Et il y a un petit message d'ailleurs pour ceux qui nous ont laissé des méchants. Pas des méchants, des messages. Merci pour vos retours. D'ailleurs, merci à Vincent d'ailleurs qui nous fait un gros compte rendu tous les mois. Donc je vais faire un petit message pour toi. Ouais. On lit avec grand plaisir tes messages, etc. Donc c'est vraiment sympa de le faire. Donc compte sur nous voilà, pour prendre en compte tes avis et tous vos avis. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, petit message aussi à ceux qui nous laissent un message sur Twitter récemment, ça fait plaisir. Donc écoutez, on se retrouve le mois prochain. Bruno, j'espère que tu auras reconfiné tes enfants. Ouais, je vais essayer. Voilà, ou je sais pas, louler à des parents qui peuvent pas avoir d'enfants, je sais Ouais, pas. une balade en forêt, tout ça. Pas faire du sport le matin, ça me fera moins le montage. Bon C'est allez, promis. allez, au mois prochain, à plus Bruno. Salut.